Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui s'auternise pendant les vacances. Il a raté son intro. Mon doigt du milieu ayant fonctionné, Thio va pouvoir parler, même s'il se tient loin de son micro. Tizak à mon côté, et oui, en fait, on se casse entre amis sur Sauternes pendant les vacances, et on a décidé qu'on ferait pas d'émission pendant le mois d'août. Et c'est vraiment dommage. Mais on vous prépare une superbe émission de rentrée, où nous allons vous faire découvrir quelque chose. Pour le moment, on va garder le mystère sur ce que c'est. Nous allons lancer un nouveau style, quelque chose qu'on va appeler Loupopo, pour notre émission spéciale rentrée. Voilà. Mais là, c'est vraiment là, c'est une private joke. Je crois qu'on va pouvoir commencer cette émission qui part tout de suite en vrille. Au programme de cette émission, un express, super express, parce que je vais pas avoir grand chose à dire dessus. On enchaîne pour vous parler de la saga d'Atlas et Axis. Stop. Il était tellement express que t'as même pas dit de quoi on va parler. Oui, je sais, mais c'est parce que sinon ça va être vachement redondant. express. Sinon ça va être redondant. On va faire un super express, mais on va parler très très vite. Alors maintenant, ensuite... C'est un TGV. Donc la saga d'Atlas et d'Axis, les deux premiers tomes. Nous allons ensuite parler de la Batmobile que Pochep a eu la gentillesse de nous envoyer. Puis de Saga, le tome 1. Et enfin de Roll Queer. Notre splash page sera consacrée à une histoire qui date, qui s'appelle La quête de l'oiseau du temps, qui est une vieille histoire maintenant de Loisel et le Tendre, mais qui n'a pas si mal vieilli que ça. Notre carte blanche sera la suite de notre dossier sur la bande dessinée et le jeu de rôle par Antoine. Et nous finirons par un hors-sujet, nous allons vous parler de zombies avec du jeu vidéo, du film correct et du film de merde. Comme souvent avec les zombies. Voilà, et pas puis vrai. On peut commencer de suite avec notre superbe express. Bon ben voilà, donc maintenant nous passons tout de suite à la section Passons suivante. tout de suite aux chroniques. Non, en fait, je voulais vous parler de Une nuit à Rome, une bande dessinée qu'on avait précédemment chroniquée et qu'on avait bien aimée. Et pas aimé, donc chacun son Ouais, c'est vrai que truc. t'en avais pas... J'avais pas du tout aimé. Pas du tout aimé, toi. Bah, moi, j'avais trouvé ça plutôt sympa, toi aussi, je crois. Et moi, j'en ai aucun souvenir. T'en as aucun souvenir, d'accord. Merci Pierrick de ne pas l'avoir amené ce soir. Bon, d'accord. Qui était plutôt sympa. Ouais, toi, c'était le personnage que t'avais pas... Non, c'était le personnage que j'avais envie de claquer tout le temps, en fait. Oui. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une édition limitée qui va sortir chez un autre éditeur que Bambou. Je vous mettrai le lien pour vous renseigner là-dessus. Qu'est-ce que présente l'édition limitée, en plus ou en moins? Alors, je pense qu'il va y avoir des carnets de croquis, que ça va être sur du plus superbe beau papier, un format un peu plus grand, ce genre de choses-là. Voilà. J'ai fait du travail de vrai journaliste sur le coup, en fait. D'accord. Et il pensait vraiment qu'une Rome méritait ça? Bah, je pense que s'ils se sont permis de le sortir dans une édition limitée, c'est que le truc a suffisamment bien marché et que ça a plu. Pas comprendre, Charles, voilà. La saga d'Atlas et Axis, tome 1 et 2. Eh ben moi, je vais faire une parenthèse sur Une nuit à Rome. Effectivement, j'avais bien aimé. Je suis allé revérifier un petit peu. Mais ça avait marqué. Tu sais, c'est le mec à la fin du débat, une fois que le générique est passé, Ouais. et qui revient dans la salle, qui fait « Eh les gars, et moi, vous savez quoi? Eh ben, j'étais pas d'accord !» Ouais, c'est ça. C'est super, t'es un peu à la bourre, mais c'est pas mal. Alors, la saga d'Atlas et Axis, on va laisser Thio se lancer sur le pitch. Ouais, s'il est en train de faire le couverture. Eh bien, bon pitch On a à vraiment toi. besoin de vacances, je crois. Alors, donc, le pitch, c'est ça, donc c'est une aventure animalière. Mais non, c'est pas vrai. C'est une aventure. Ah, aventureuse. Mais non, mais quand ce sont des personnages animaux... Anthropomorphe. Voilà, merci. Non, tu dois finir mes phrases. Avec un mot intelligent. Alors, d'habitude, je te coupe et je commence mes phrases. Mais Donc, je finis pas les tiennes. Atlas, c'est vrai. un grand chien qui ressemblerait à une sorte de lévrier, je crois. C'est un lévrier. C'est un lévrier afghan. Et Axis, Qui court vite. un Scotch Terrier. Ouais. C'est ça. Qui boit beaucoup. Qui boit beaucoup. Et qui est toujours très fin. Donc ces deux personnages en fait se retrouvent pris dans une folle épopée où ils vont devoir aller sauver des personnages de leur village qui ont été kidnappés par des sortes de vikings. Qui détruisent tout sur leur passage. Qui détruisent tout sur leur passage, qui sont des méchants chiens. Voilà. Alors de ce point de vue-là, personnellement, j'ai trouvé que ça ressemblait un petit peu au... Claquement de doigts, tu sais.
Le truc en 13 tomes. Le truc en 13 tomes, ça ressemble C'est beaucoup pas à les Truc en aventuriers de 13 la mer, c'est celui d'avant. L'Assassin Royal. L'Assassin Royal. Où on a les barbares qui viennent attaquer de manière totalement aléatoire des villages. Ils arrivent en drakkar avec des voiles rouges et ils repartent après avoir totalement pillé le village. Ok. Et donc du coup... Dans le micro. Non, parce qu'en fait, il me fait des claques à chaque fois. D'accord. Donc ils partent justement chercher les habitants de leur village. Mais ils vont mettre un petit peu de temps parce que eux ils se déplacent pas en bateau, ils se déplacent à pied. Et même s'ils courent, il y a un moment où ils fatiguent. Il y en a un des deux qui pourrait aller vite et l'autre qui va pas vite du tout. C'est ça. Dès qu'il croise une brebis, il fait manger. Non, Je surtout, peux me méfier, toi, les brebis. il faut se méfier parce que les brebis ça explose. Ah oui, c'est un concept dans cette BD. Mais je pense que c'est un petit clin d'œil. Oui, sans doute. Worms. Ah oui, effectivement. pauvre. Oh là. J'avais pas capté, mais effectivement, oui, bien vu. c'est... Oui. Bien Heureusement que Mathieu est là. Franchement, moi je vu. Bravo culture vidéoludique. Vas-y, non, c'est bon. Sinon donc... On va Atlas pas et s'exerciser non plus là-dessus, Mathieu. Ça va, je profitais pour une fois des applaudissements. C'est vrai. C'est rare. Tiens, prends un bouquin. Allez, je vais faire un peu d'air. Tiens. Donc voilà, c'est la saga d'Atlas et Alexis. Donc ils partent chercher leur famille, ils vont rencontrer différents autres personnages avec qui ils vont sympathiser, avec qui ils vont créer des liens, et ce qui va amener d'autres quêtes, d'autres aventures, voilà. Oui, on est dans de la saga où des aventures vont enchaîner d'autres aventures, qui vont amener d'autres aventures. Il va croiser une chienne qu'il a envie de retrouver, donc il va repartir à l'aventure une fois que la première quête est résolue, mais du coup en repartant à l'aventure pour retrouver la chienne, il va retomber sur une nouvelle aventure et une nouvelle épopée, et puis tiens, le premier objet qu'on avait croisé au tout début de la première planche, tiens, il va nous servir pour relancer une nouvelle épopée, et ainsi de suite. Sachant que le deuxième tome est un petit peu plus axé sur une quête de l'évolution de Darwin. Oui. Et ces personnages chiens vont aller être en quête de le chien originel, les différentes théories sur l'évolution. On est tous frères, mais comment ça se fait? On se ressemble pas, gna gna gna, voilà. Et c'est très très drôle. Et c'est très bien foutu de ce point de vue-là. Ouais. Très bien foutu de ce point de vue-là. Donc, alors, on est dans de la BD anthropomorphe, comme tu disais, mais quand même, c'est de l'anthropomorphisme limité, c'est-à-dire que ce ne sont pas des humains qui sont représentés à visage de chien, ça reste des chiens, ils se considèrent Ce sont des chiens. Ils ont des réflexes de chiens. Et ils se comportent comme des chiens. Voilà, sauf que ils parlent, ils se déplacent, ils s'habillent, vraiment ils mettent des capes. Ils savent faire du bateau et ils mettent des capes. Voilà. Mais il y a ce côté... ils mangent à table. Voilà, il y a ce côté un petit peu... Comment ils sont représentés comme des êtres humains, mais en général en anthropomorphisme, les animaux sont vraiment très le côté animal est complètement mis de côté. Là, ils ont une nature animale qui ressort et qui donne un décalage qui est assez original et assez drôle, que je n'ai pas souvenir d'avoir vu. On est dans un style très cartoony, très cartoony. Qui est très très fluide, très drôle, et pourtant ce que ça raconte, c'est pas toujours drôle. Il y a des scènes dures, il y a un peu de décalage là-dessus. Ça m'a un peu fait penser à Bone. Oui. Sur certains points. Je suis d'accord avec toi. Même si on rentre moins dans le côté réaliste qu'on peut le faire dans Bone. Bone, il rentre vraiment au bout d'un moment dans de l'heroic fantasy très réaliste, vu que les personnages à gros nez rencontrent des personnages en dessin réaliste. Là, on reste dans ce côté un petit peu cartoony, mais les histoires ne sont pas toujours rigolotes, quoi. Il y a des moments qui sont drôles, il y en a d'autres où on a... on va, je trouve, avoir beaucoup de genres différents dans l'histoire. Il va y avoir des trahisons, des rebondissements, des moments où ça va être vraiment, a priori, du grand n'importe quoi. Oui. Il y a vraiment de toutes les étapes dans les différents récits. Oui. Et je trouve que justement, c'est cette diversité qui donne son intérêt et un petit peu la richesse de la saga. Niveau du dessin, t'as pas bloqué ce style humoristique? En fait, moi, je l'ai pas beaucoup accroché, pour être tout à fait honnête. J'ai pas beaucoup accroché parce que ça... Encore une fois, attention, je vais pas donner une critique qui est très gentille, mais je trouve qu'il y a un petit côté débutant amateur dans la façon dont les actions et la temporalité est gérée. On ne laisse pas de place pour qu'une émotion prenne de la place. Quand il y a de la tristesse, on n'a pas le temps d'amener et de subir la tristesse. Elle est là, elle disparaît, on passe à autre chose. Il y a un gag, pouf, ça disparaît, on passe tout de suite à autre chose. J'ai trouvé qu'il y avait des idées qui étaient intéressantes,
mais que c'est pas forcément très bien exploité. Problème de rythme. Il y a un vrai problème de rythme pour qu'il y ait une construction qui soit plus profonde et plus intéressante. La forme, les personnages, le dessin, les couleurs, peu importe, c'est un choix stylistique. Après, il est toujours discutable où on accroche ou on n'accroche pas. Par contre, sur la construction, moi, j'ai trouvé que ça me gênait beaucoup pour adhérer aux deux personnages et pas du tout accroché avec ces deux personnages. Ils sont récurrents, c'est vrai, mais alors je ne me suis pas attaché 15 secondes. Alors, après, c'est vrai qu'il y a un rythme effréné. Alors, je sais pas si c'est je pense que c'est une volonté de l'auteur quand même. Hein. C'est-à-dire que il se passe toujours quelque chose, ça s'arrête jamais. C'est bam bam, ça s'enchaîne non-stop. Il y a vraiment, j'ai trouvé un rythme effréné. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de se poser 2 secondes, il se passe un nouveau truc qui les relance. Et ça crée une dynamique à la lecture. Alors effectivement, peut-être que les moments d'émotion sont pas aussi mis en avant. Les moments de combat non plus. Mais on est plus dans la saga épique, quoi. Le côté, bon, on enchaîne, je sais pas. Mais on est sur le même rythme tout le temps, quelle que soit la situation en fait. Tu vois ? Bah, je pense que c'est. Moi, je l'expliquerai comme ça. Ouais, ça va, je suis dedans là. Je peux pas être plus près. Là, je suis prêt. Là, je suis prêt là. C'est bon. Non, merci. D'accord. Moi, je pense que ça s'explique par rapport au public qui est visé. Moi, je pencherais quand même pour dire que c'est quand même quelque chose qui est jeunesse, voire pré-ado, et que ce rythme justement effréné, sans aucune pause, avec on passe d'un sentiment à un autre très rapidement, c'est ce qui, je pense, à mon humble avis, convient parfaitement au public. Ouais, c'est possible. Moi, c'est comme ça que je l'expliquerais. Pour un côté jeunesse, ça pourrait... Pour un côté jeunesse, ça s'explique. Après, si la cible visée est un petit peu plus adulte, à mon sens, en tout cas personnellement, ça m'a gêné. Alors, la collection, c'est la collection Étincelle, dans laquelle on avait déjà eu Tabouret, là. Ah, oui. Alphonse Tabouret. Qui était vraiment, effectivement, un récit jeunesse à double niveau de lecture. Ce qu'on a peut-être un peu ici. Est-ce que la collection Étincelle, pardon Matt, est-ce qu'elle est destinée aux enfants, aux jeunes lecteurs, ou est-ce qu'elle est destinée aux jeunes auteurs ? Parce que là, il me semble, en tout cas dans cette création de personnages-là, et à la lecture du petit complément sur l'auteur, que c'est des personnages qu'il a créés de très longue date, avec des histoires, des sketchs, des gags peut-être qu'il a trouvés il y a très longtemps, et qui ont simplement été mises bout à bout et compulsé pour en faire pour qu'une espèce créer une espèce de schéma narratif sur un ensemble d'histoires, alors que ce sont des vieilles choses, des choses qui ont été créées il y a longtemps avec une jeunesse au niveau de la création, quoi, un petit manque d'expérience. Je sais pas, moi en tout cas c'est ce que ça m'a donné comme impression. Alors après, si effectivement la cible c'est les enfants machin, je suis tout à fait d'accord avec Matt, hein, ça marche. Mais moi je l'ai pas ressenti ce problème de rythme, donc après je pense que c'est ça que chacun. Non, peut-être que le côté jeunesse, t'as raison. Sur le 2e tome, par exemple, je trouve qu'il y a du progrès dans le récit sur la quête des origines, dans le Grand Nord, machin chose, est un peu plus long, tient bien la route. C'est pas une péripétie courte, on est sur quelque chose d'un peu plus long qui tient la route, qui a un petit peu de fond, qui est un peu mieux construit, qui fait réfléchir. L'espèce de maman ours là qui tient l'auberge. Elle occupe une place, elle commence à avoir de l'importance. Il y a toujours un petit problème de rythme à mon sens, mais après ça c'est mon goût perso. Mais la construction est un petit peu plus aboutie. Je trouve. Thio, t'as senti cette évolution ? Oui. Il y a une évolution entre les 2 tomes, mais comme j'ai pas ressenti de problème de rythme sur le premier, si tu veux, ça m'a pas non plus. Il y a une évolution dans la narration au niveau de l'histoire, justement, sur l'évolution des chiens dans le tome 2, clairement. Mais aussi parce que peut-être l'histoire a eu un peu plus de temps pour se mettre en place, parce que dans le tome 2, il y a quasiment que ça. Oui. Alors que dans le tome 1, on a... il s'en passe des trucs. Il s'en passe des histoires, quoi. On a plusieurs histoires qui se mêlent les unes aux autres. Donc forcément, il y avait un peu moins de place, on va dire, pour prendre le temps. Ben, c'est en ça que je disais tout à l'heure que ça donne l'impression que c'est plein de petites choses qui ont été déjà pré-créées depuis longtemps et qui ont été un petit peu raccommodées ensemble. À qui est-ce que vous conseilleriez cette BD ? Bah du coup, ouais, je suis d'accord avec Matt, hein, aux jeunes ados, quoi. Enfants, jeunes ados. Enfants et jeunes ados, ouais. Ouais, aux enfants, jeunes ados, membres de la SPA. Bon, enfin, je me la conseille à moi aussi, hein, parce que j'ai trouvé ça bien. Bon, en même temps, c'est normal, je l'ai acheté. D'accord. Donc, t'as un caractère de chien, c'est pour ça. On me l'a toujours dit, merci. Je ne vois pas d'autre explication.
La Batmobile. Eh bien, justement, Tizak va nous faire un petit pitch de la Non, Batmobile. non, alors ça, moi, si tu veux, je préfère laisser Pierrick puisque c'est du Pochep et je sais que ça lui fait plaisir. Voilà, je fais un petit peu de lèche au chef. Alors, la Batmobile, c'est une série de strips publiée chez Onapratut par Pochep, strip en noir et blanc, qui nous raconte les aventures de Batman et Robin. De Batman et Batman, Robin. voilà. Et Robineux, qui veulent en fait rejoindre leur voiture. Ils ont toujours des problèmes avec la voiture, en tout cas au début. C'est une série de strips, quoi, donc ça enchaîne sur le gag. Il y a plus d'essence, machin chose. Et petit à petit, le récit commence à prendre une certaine ampleur et une certaine cohérence, avec en fait Ou incohérence. incohérence, quoi, parce qu'on est vraiment dans de l'absurde. Où en fait, Batman se fait piquer sa place par une prostituée qui commence à être meilleure que lui pour sauver le monde. Et puis c'est plus de thunes avec le costume de Batman dans son Voilà, métier. mais elle sauve le monde quand même. Ouais. Elle le fait, je veux dire, elle a le costume et elle assume d'avoir le costume. Et est-ce que Batman fait la pute? En tout cas, il se retrouve en Alors, prison. En tout cas, il se retrouve en prison. On se pose la question. Parce qu'il change de chapeau, un coup il est Carrefour, un coup il est Auchan. Est-ce qu'il fait la pute avec ces costumes-là ou pas? Oui. Enfin, quoi qu'il en soit, il se retrouve en prison. Il le prend mal parce que C'était la bonne page. Ouais, parce qu'il y a un il comprend pas qu'il y a un usurpateur. Personne ne croit que c'est lui Batman parce qu'en plus il n'y a plus le costume, tu vois. C'est ça. Puis il a du mal à et il est dégoûté. Et c'est du gros n'importe quoi du début à la fin. Non, au début, c'est entre guillemets, ça reste cohérent. Au début, on reste dans les limites De la Batmobile. de l'acceptable. Après, j'avoue avoir eu un moment de décrochage? un moment de décrochage, c'est ça, avec justement un récit qui devient très abstrait, enfin très barré. Et il y a un moment où moi je t'avoue que ces histoires de on m'a volé mon identité, les discussions avec l'avocat qui sont interminables. Il est fort l'avocat. Il est très fort l'avocat, mais ça m'a un peu rebuté si tu veux, à la fin. Ouais, t'as pas accroché quoi. Il y a des moments où j'ai rigolé, même sur la fin, il y a des moments où j'ai souri, où j'ai ri à certaines choses, mais waouh, Trop barré pour toi. trop barré et puis trop dense. C'est ouais, tu vois, sur du strip de dire que c'est dense, c'est un peu bizarre, mais là c'était trop dense quoi. Il y a trop de choses. Il y a une telle foison d'idées en même temps. Moi j'ai eu l'impression en lisant les strips les uns à la suite des autres, ça me fait tellement qu'à un moment donné je me suis senti presque un peu Ouais. voilà, En fait, j'avais un trop gros poids sur la tête. Ce Quoi. qu'il faut voir aussi, c'est que voilà, le bouquin il fait combien de pages, Pierre? 120, tout Voilà. comme ça. Donc 120 pages de saut de puce permanent, c'est fatigant. Voilà, clairement, là, tout à l'heure on parlait du rythme qui était monocorde et pas forcément toujours adapté. Là, sur Batmobile, c'est un rythme qui est ultra soutenu, je trouve. On est dans du strip, hein. Ah oui, mais alors les strips comme ça qui s'enchaînent sur la même thématique, puis on saute, on avance. Tiens, on a chopé la prostituée au passage, ah bah tiens, on va en faire un truc, ah bah tiens, on a la caravane, on va en faire un truc, ah bah tiens, on a l'avocat, on va en faire un truc. Wow. C'est... Voilà. Souffle un peu. Voilà, c'est ça. Alors en même temps, faute personnelle, demi-faute professionnelle, j'ai essayé de le lire d'un coup pour être prêt pour ce soir. Pareil. D'accord. Et je pense que une J'aurais partie dû du prendre le problème temps. vient de là. Voilà. Je pense qu'une partie du problème vient de là. Tu vois, à la réflexion, à la discussion. Je pense que c'est le genre de bouquin, tu en lis 5 pages, hop, tu le poses, tu en reprends 5 pages, hop, tu le poses. Bref, lecture de chiottes. Ouais. Lecture de toilette, j'allais dire ça. Oui, c'est comme les gags en une planche. Tu vas aux toilettes, tu lis 5-6 planches et tu ressors. Voilà. Ok. C'est comme, c'est le problème qu'on peut avoir sur gag en une planche en amplifié parce que c'est du strip. C'est ça. Et non, mais surtout, c'est que c'est du strip avec beaucoup de texte. Oui. Il y en a certaines, c'est. Waouh! Je pense que même que. C'est l'avocat. Oui, mais je pense même qu'il y a plus de texte que de dessin dans certaines pages. C'est possible. À l'ancrage, ça a dû être chiant. Niveau du dessin, justement. Pochette. Ouais. C'est son. Enfin, là, C'est son style. C'est son Et style, encore, quoi. on est resté. Enfin, sur tout le début du bouquin, je trouve qu'on est assez soft. Sur la fin, enfin au milieu fin, ça pochépise de plus en plus. Pochette a un style outrancier dans les personnages, dans les mimiques, dans les visages qu'il peut faire. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus soft, entre guillemets. Ça, c'est grâce au masque. Ouais, parce qu'il joue beaucoup avec du masque et compagnie. Quoique quand il dessine... Non, mais c'est moins dense, même au niveau des remplissages. Quand il dessine des bodybuildeuses, Oui. il reste égal à lui-même. Mais je pense quand même qu'il a un kiff. Hein.
Sur les bodybuilders. Pour dessiner des bodybuilders, parce qu'il y en avait aussi dans... comment ça s'appelait? Le truc avec le miroir. Je me permets un doute sur le kiff pour les... Oui, le mec qui découvre son homosexualité dans Traboul, mais voilà, dans Traboul où il y avait des bodybuilders, mais comasses, quoi, un truc énorme. Ouais. Il doit peut-être penser que c'est un fantasme hétérosexuel. Hein. Ouais, je sais pas. Tu sais, nous on imagine les fantasmes homosexuels comme des trucs étranges. Peut-être que lui imagine les fantasmes hétérosexuels comme des choses étranges. Ok. Ouais, je ne vois que ça comme explication. Pochep, un commentaire. Voilà, donc Pochep, si tu nous écoutes. À qui vous conseilleriez ça, si vous... apparemment pas à vous. À ma grand-mère. Non, moi la mienne elle peut plus lire ça, c'est écrit tout petit. Moi aussi, tu me diras. Un fan de super-héros. Bonne question. Hein. Franchement, bah écoute, je dirais, il faut que je trouve un copain un peu. Faut aimer. Un peu complètement barré, quoi. Ouais, le truc acide, barré, il faut quand même être un peu Jones, quoi. Ouais, allez. 15-30. Un punk anarchiste de 15-30 ans. D'accord, pour un punk anarchiste de 15-30 ans, je trouve que c'est une belle définition, bravo. Qui aime les prostituées. Ah, attends, un punk anarchiste de droite. De droite? Oh, ça va être classe. Ah ouais, merde. Il faut aimer l'ordre. Ça devient dur à trouver, ça. Saga, tome 1. Et là, Tizak va nous faire un pitch de folie. Ouais, je vais faire un il pitch l'a de folie. préparé pendant des heures. Là, pendant... là, t'as pas intérêt à te rater. Alors, Saga tome 1 de Brian Vaughan et Fiona Staples. Bravo. Ouais, non, mais quand même. Il sait lire une couverture. Je sais lire une couverture. Fiona Staples est donc au dessin et à la couleur, et l'air de rien, avant même de commencer un petit pitch, je tiens à féliciter le boulot, parce que moi j'ai vraiment adhéré à fond au dessin. En ce qui concerne le scénario... Dans ton micro, s'il te plaît. En ce qui concerne le scénario, est-ce que tu m'entends bien? Je répète. Donc on a un couple illégitime dans un univers en guerre. On a deux peuples, un qui habite sur Couronne et l'autre qui habite sur... Oui, c'est le nom des endroits commence toujours par dans ce monde-là. Et là, il faudrait voir, en fait, c'est un petit peu comme dans HeroCorp. Ouais, par exemple, nous, on est sur la Terre. Non. Comment il s'appelle le personnage dans HeroCorp? À chaque fois que tu dis quelque chose de faux, c'est Doug. C'est Doug, c'est ça. C'est un peu en train de faire Doug, c'est un peu l'idée. Bon, bref, toujours est-il qu'on a deux planètes qui sont en guerre. Attends, donc du coup, j'ai quand même parlé de Doug, de HeroCorp, et t'as toujours pas réussi à trouver le nom, quoi. Non, on s'en fout. D'un côté, on a les ailés, de l'autre côté, on a les cornus, hein, pour faire simple. Sauf qu'au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de dévaster leur propre monde, et donc ils ont décidé... Les ailés, c'est pas qu'ils font du zèle, hein. C'est qu'ils ont des ailes, en fait. Ils ont des ailes. Merci Mathieu pour cette précision. Non, mais parce que du coup, la minute nécessaire est suffisante. Donc, oui, donc c'est un monde futuriste en guerre avec deux peuples qui se tartent sur la gueule. C'est ça. D'un côté, on a les cornus qui sont orientés nature et magie, et de l'autre côté, on a les ailés qui vont être un petit peu plus orientés technologie, somme toute. Sachant que donc ces deux peuples se sont rendus compte qu'à force de se mettre sur la gueule, ils étaient en train de dévaster leur propre monde, et donc ils ont décidé de déplacer la guerre partout ailleurs dans l'univers. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, puisque du coup, chaque peuple de notre planète devait prendre position pour l'un ou l'autre des camps. Et du coup... Oui, Mathieu? Une précision? Non, rien. D'accord. Du coup, on a affaire à un couple, qui est notre couple de héros, qui est un couple déviant, puisqu'on a elle qui est une ailée, et lui qui est un cornu. Et donc, le mélange de ce couple a donné naissance à une petite créature. Une petite créature... C'est un bébé. Qui est donc un bébé, un truc bizarre, petit, mignon, machin, qui nous sert en fait de narrateur, oui, tout au long du bouquin. Et donc le tout début du bouquin commence par la naissance de cette petite fille, puisque c'est une fille qui va s'appeler... Oui, exactement. Hazel, voilà. C'est pas le plus important dans l'histoire de toute façon. Et ouais, l'air de rien, tout son commentaire en voix off est absolument génial. C'est extrêmement bien dosé. Il y en a pas trop peu. C'est toujours à propos, souvent en contrepoint de l'action, de ce qui se passe. Enfin bref, c'est extrêmement bien ficelé. Au niveau de l'action, eh bien évidemment, ce couple-là est recherché.
tant par l'un que par l'autre des camps en guerre, puisque c'est un couple hérétique. Et si on commence à faire la paix et à pouvoir procréer avec le camp adverse, c'est le début de la fin de la guerre. Alors franchement, c'est pas bon. C'est continent et couronne. Voilà, Ouais. continent et couronne, merci. Et donc ils se rencontrent sur une planète qui est tout à fait abandonnée, machin, qui s'appelle la planète Clivage. Donc le début de l'action se passe sur Clivage et tout le premier tome consiste à quitter cette planète. Donc ils vont vivre tout un tas d'aventures au sein de cette planète, dont la plupart est totalement inexplorée, même par les autochtones. Et donc ça donne lieu à tout un tas de rencontres diverses et variées. Mercenaires, très intéressant d'ailleurs. comme Oui, personnage. alors on a des personnages qui sont donc des mercenaires qui ont été engagés par les deux camps, là aussi, pour aller récupérer ce couple. Alors le couple, on peut le tuer, par contre la petite fille, il faudrait la récupérer. Alors peut-être que ça donnera naissance à un peu plus d'intrigue par la suite. Pourquoi est-ce que chacun des camps veut récupérer quelle est la raison précise de la récupération de cette petite fille? Je pense qu'il va y avoir un petit peu plus de choses dans la suite, puisqu'un tome 2 est en prévision. Oui, il vient de sortir aux États-Unis, il ne devrait donc pas tarder en France. Thio, le dessin? Qu'as-tu pensé de cette œuvre, cette bande dessinée? Il y avait tout pour me faire peur. Oui, belles araignées. Il y a de belles araignées. Mais sinon, je me suis bien régalé. Sympa. Une bonne histoire avec un peu des... Non, il est en train de mourir. Il est en train de mourir, ok. Et j'en étais où avec des personnages qui sont des fois assez étranges, assez bizarres. La famille royale qui a une sorte d'écran. Les têtes d'écran. Les têtes d'écran La sont assez famille royale bizarres. est une famille robot, mais sauf qu'ils ont un corps humain et en guise de visage, ils ont en fait un espèce d'écran vintage des années 50. Voilà, et qui n'affiche rien. Si, de temps en temps, il y a une émotion qui transparaît. Ouais, et hop, désolé. Alors l'émotion, ça peut être je te tue, mais il y a un hocher qui apparaît à l'écran. Celle-là, je l'ai pas comprise. Si l'auteur nous écoute, est-ce qu'on peut avoir une traduction? Mais la famille royale est assez barrée. Ouais, la famille royale est totalement barrée. Puis de toute façon, c'est d'une richesse en fait. Moi, je trouve que Vaughan est parti. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, il avait sa série précédente qui était Y le dernier homme, il était dans la simplicité. Je veux dire, un pitch très basique. Il ne reste plus qu'un homme, il doit survivre dans un monde, etc. Même si le contexte géopolitique était assez complexe pour le coup. Là, il est parti dans un foisonnement d'idées. Il a mis des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs. Ça fuse dans tous les sens. Et c'est plein de bonnes idées et ça passe super bien. C'est clair. Surtout, c'est que moi, il m'a pris un peu contre-pied parce que quand tu commences avec l'idée des mercenaires qui vont venir donc chercher, les chasseurs de primes, quoi. Oui. Tu te dis bon, ok, on est parti pour un petit scénar À la chasse à l'homme. à la chasse à l'homme, quoi. Et en fait, très rapidement, tu pars dans un autre sens, quoi. Oui. Et puis, ils sont pas méchants en plus, les mercenaires. Non, Non, ils sont pas si méchants que ça. ils sont pas si bêtes non plus. Ils avaient un petit côté Cobra que j'ai bien aimé d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai qu'ambiance un peu Cobra de Buichi Terasawa. Par contre, moi, Il l'a placé. ce que je me pose comme question, c'est est-ce que sur la couverture, il a fait exprès que notre héroïne ressemble à Rihanna? Ah, je ne sais pas. Parce que l'héroïne ressemble beaucoup à Rihanna sur la couverture, C'est vrai. mais pas du tout dedans. Beaucoup moins à l'intérieur. Bon, c'est vrai qu'en même temps, les Bah, t'as personnages moins sur de la temps en couverture général, sont stylisés. Ouais. Tu passes plus de temps sur les couvertures en général que... Mais du coup, là, c'est quand même, honnêtement, je suis pas le seul. Ah oui, je confirme. Merci. Donc voilà, le dessin Fiona Staples. J'adore. T'adores, ouais. Bien, il y a des fois où j'ai eu un peu de mal dans les scènes de combat où je crois qu'il y a des perspectives qui sont un peu hasardeuses au niveau des mouvements des personnages. Non, moi je l'ai pas du tout eu cette impression-là. remarqué. Bon, après voilà, ça c'est mon avis. J'ai bien aimé aussi l'utilisation des couleurs. Ouais, chaque ambiance est bien marquée, chaque lieu est bien marqué, les expressions de visage sont bien marquées. Les expressions des visages sont très bien marquées, je suis d'accord. Il y a un vrai travail sur les noirs aussi, alors qu'il y a beaucoup de couleurs. On n'a pas oublié le noir pour autant. Le noir est une couleur comme les autres, je dirais. D'un autre côté, vu qu'elle fait, vu que c'est elle qui fait les couleurs. Oui, c'est bien intégré au dessin, quoi. Voilà. Ouais. Moi, ça m'a fait penser vraiment à du Vertigo, même si c'est chez Image Comics. Au niveau graphique, ce ton réaliste, un peu lâché, tu vois, le trait un peu lâché, mais qui laisse bien transparaître les émotions, les expressions de visage.
Et puis un côté classe, quoi. Il y a des dessins. Clairement. On prend de la place sur les pages. Si on on jette, jette Il y a dedans. des dessins pleine page qui sont excellents. Ouais, ouais. Ben, à chaque fin de chapitre, en fait, on Au a un début. dessin plein de page, Je crois et à aussi. chaque début de chapitre, puis de temps en temps au milieu. Voilà, celle-là, c'est celle-là de plage, clairement. Enfin, on a un mélange entre une arachnide, une reine, la Vénus de Milo. Enfin, c'est un pur bonheur, quoi. Voilà, et après, c'est une araignée et ça fait plaisir à Thio. Ouais. Hein Ouais, mais je m'en fous, je la vois pas. C'est moche. Mais oui, enfin oui, je suis d'accord qu'il y a des moments où, ben, quand c'est statique, voilà, je dirais, quand c'est statique, ça reste très efficace. Il y a des moments où quand c'est en mouvement, je pense qu'il y a un petit peu des approximations qui des fois m'ont un peu dérangé. En même temps, ça n'enlève rien à la qualité du comics dans son intégralité. Et moi, je me suis quand même bien régalé. J'attends impatiemment la suite. Ah, moi, personnellement, je la conseille vivement. Alors, je la conseille à qui, tiens? À qui on peut conseiller ça? Du fan de Star Wars. C'est vrai. Quand on aime les Ewoks. Oh. Tu vois, c'est la fermeture éclair dans le dos qui t'excite. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi. Fan des... Ou la fourrure. Fan de Firefly. Ça marche aussi. Aussi. Bon, fan de bon space op. Oui. Voilà. Dans l'ensemble, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a Sauf, une... sauf les fans de Star Trek. N'allez pas voir ça. Ouais. Ah non, je pense que les mecs de Star Trek peuvent pas regarder ça. C'est sûr. C'est pas assez propre. Ah ben ils sont pas en pyjama. Eh oui, il faut que ce soit en pyjama, forcément. Roll Queer, le Qui est tome derrière 1. toi, sur l'étagère. Attention, une aventure française, un produit français, monsieur. Dont le titre est Baguette de pain et baguette en bois. Tada. Roll Queer nous raconte l'histoire d'un noble, je sais plus s'il est baron ou je ne sais pas quoi, Roll Queer. Chevalier. Chevalier. Jean de Rolquy. Voilà. Qui est Envoyé envoyé par Louis XXIII. C'est ça. Il est envoyé au Japon, enfin ils appellent pas ça le Japon, hein. Le pays du soleil levant, si Oui, je sais. c'est évidemment. Voilà. Pour amener la culture française là-bas. L'exception culturelle française. Et donc, Dans ce pays de sauvages. oui, vu qu'ils sont pas comme nous. Et donc il s'y rend et en fait se rend compte qu'ils sont pas si sauvages que ça en fait, parce que ils ont des mechas, des pouvoirs psy, des ninjas. C'est ça. Enfin, tu vois, c'est la classe quoi. C'est ça. Là où on voit arriver une espèce de d'Artagnan très très imbu de lui-même et de la culture française. Bon, ben en face, on a une civilisation qui est quand même très moderne, Miyazaki-esque, je dirais, avec un petit mélange de magie, de personnages animaux, donc anthropomorphes. Et puis quand même, oui, enfin, toute cette ambiance japonisante autour de tout ça. Et donc lui, il est un petit peu perdu là-dedans. Et on va suivre en gros clairement le Benet, le bêta, dans un univers différent, fortement inspiré du Japon, mais qui le déforme un petit peu aussi, hein, parce que c'est bourré de clichés et de clins d'œil, et qui va faire comme s'il avait une mission importante à faire, mais qui comprend rien à ce qui se passe en fait, et qui va suivre une série d'aventures malgré lui. Bon, c'est vraiment le boulet. C'est-à-dire que dès le début, en fait, ne serait-ce que pour aller au Japon, on se rend compte que déjà, c'est un boulet. Oui. Il s'est fait virer de son premier bateau, abandonné comme une sale merde dans un port, et il peine à trouver finalement un autre bateau qui est bien content de l'abandonner au Japon. Ouais, mais il a une magnifique armure de coq. Il a une magnifique armure avec une crête de coq. Qui Le- sort un petit peu de sa boîte, comme dans les Chevaliers du Et Zodiac. le nom. Et tu sais le petit truc qu'ils ont en dessous les coques là. Oui, oui. le petit... Voilà, c'est ça. Le petit. Bon ben si vous savez pas, voilà, si vous trouvez le mot, parce que du coup là je suis. Des testicules de menton, quoi. C'est ça, c'est ridé, ça pend, c'est ça, c'est les testicules d'un menton. C'est le bande dessinée de Philippe Cardona et Florence Torta, que l'on connaît beaucoup pour Noob, parce que Sentai c'est School, c'est Noob. fait. Voilà. C'est Noob qui a le plus de succès, je crois. Ouais, mais c'est Sentai School qui nous l'a fait connaître. Voilà. Non, c'est l'école des héros. C'est vrai. Ensuite c'était Sentai School. A de nombreuses qualités. On va commencer par un dessin chibi mignon, super dynamique. Même si je trouve parfois que les planches sont un petit peu surchargées. Alors, voilà. On prendra l'exemple de celle-ci, par exemple. Oui, c'est la planche numéro... On est en page 14. Gérard. Et donc, on en a partout.
C'est-à-dire que même les bordures qui devraient être blanches ne le sont plus. Ça, c'est pas très grave, ça, c'est joli, ça. Oui, Non, non, mais c'est oui, très joli. non. Mais on en a partout. Les personnages débordent des cases, les bulles débordent des cases. Ça, c'est la générosité du dessinateur. Philippe a dit, voilà, mes fans, ils achètent une bande dessinée, moi je leur donne pour leur argent, Ah oui, je non, mais alors- dessine partout. Ça, on est bien d'accord, on en a pour notre argent parce qu'il y en a vraiment partout. Moi, c'est le- Parfois, c'est dense. Quoi. Bah, moi, c'est dense, ouais, c'est parfois, il y a un nombre de cases par planche qui est assez phénoménal. N'empêche que l'humour tape juste, Oui. c'est débile, mais on rigole bien, on reconnaît les archétypes, C'est ça, les personnages sont bien il y a des caricaturaux. clins comme il d'œil, faut. des références, Il y a des références dans tous les sens. Hein. C'est, Oui. les Tortues Ninja, les Tortues Ninja, les Chevaliers du du Zodiac. On a des trucs sur la nourriture, on a des trucs sur la pêche, donc On on va a- avoir du Radma, on va avoir du Paul le pêcheur. Ouais, il y on a a des aussi- citations aussi. On a aussi M. Taro aussi. Qui est Banga. présent. Ouais. Après, on a- Oui. Allez, hop, on y va. Tu as aussi des références à quasiment tous les films où le mec se fade les 56 épreuves, alors que finalement, s'il prenait la porte de droite, il arrivait directement Ah au oui, boss. parce qu'on a aussi le Machin Castle, là. Comment ça s'appelle Oui, l'émission japonaise où ils l'émission doivent japonaise franchir un- Machin Castle où ils doivent un franchir château toutes les avec épreuves. plein d'étapes débiles. Voilà, c'est ça. C'est leur Fort Boyard. C'est ça, mais ouais, voilà, avec les épreuves japonaises. Ouais, mais eux, ils ont pas eu Alessandra Sublet dans la boue. C'est ça. Bon, il l'air de rien, il fallait penser à prendre l'entrée des artistes, quoi, la porte de service. C'est pas faux. Et donc, Pas d'Alessandra Sublet, hein, attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Donc tu as pris l'entrée de service d'Alessandra merci Sublet. d'avoir fait la blague que je n'osais pas faire. Voilà. Parce qu'en fait, il a tendu la perche en espérant qu'on la fasse, et voyant que ça ne venait pas, bon, ça reste une mêlée rigolote. Ça ne venait pas donc. Ouais, la perche. La perche. Enfin bon, quoi qu'il en soit, bah, moi j'ai bien rigolé. Non, je suis franchement, assez c'est content. voilà, c'est très sympa. Voilà, faut avoir envie de se poiler un peu. Je pense qu'on pourrait même faire un jeu à essayer de trouver toutes les références qui sont présentes, parce qu'il y en a quand même, je pense, dans toutes les pages. Ah, du Et boulot. il y a divers sujets, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. Mais elles sont glissées de façon intelligente, c'est-à-dire qu'à chaque fois, enfin, c'est pas des références gratuites, c'est des références qui vont soit être discrètes, soit servir le récit, parce que ça va être une des mésaventures, etc., ou un gag qui va être là. Et il se passe pas mal de choses, en fait, dans ce tome, en fin de compte. Mais faut dire, il y a une densité qui, parfois, peut quand même faire un peu peur. Non, moi j'ai trouvé ça simplement riche pour une bande dessinée un petit peu comique de ce type-là. Pour une fois, je vais pas dire pour une fois, mais on prend pas le lecteur pour un con, quoi. Et ça, voilà, ça fait plaisir de rire de manière potache intelligente, si on peut dire ça comme ça, voilà. Mathieu, le micro est sur la table. Et Pierrick n'est pas en jupe. Non, en fait, je suis désolé, mais c'est parce que t'as un scotch qui est collé sous ta table. Ah, Super. Voilà. Donc, Je le sentir moi sur la main. voilà, bah, je pense que nous allons pouvoir nous arrêter là. Pour qui conseilleriez-vous Roll Queer? Alors Sorti chez Soleil, d'ailleurs. pour tous ceux qui ont vu Dorothée déjà, donc qui ont désormais environ entre 35 et 40 ans, tout cela, vous pouvez. Tiens Vous pouvez plein pot. Ouais, Et je dirais après- 40 ans max. Au-delà de 40 ans, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, voilà. Jusqu'à 40 ans, et ensuite, pour les plus jeunes aussi, parce que même si les références vous les avez pas, vous pouvez quand même bien vous poiler. Ça reste bien drôle. Oui, ça reste bien drôle. Et puis, c'est quand même des références pour une partie qui sont récentes, donc qui fonctionnent bien. Et puis c'est une, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est une bande dessinée française avec des valeurs Française, mon bon monsieur. Bon alors, bienvenue à ce brief pour écrire ce scénario de nouvelle série. Donc apparemment, un truc qui marche bien, c'est les trucs à la Game of Thrones, donc il nous faudrait quelque chose d'un peu médiéval, tu vois, péchu. Qu'est-ce que vous avez comme idée à me proposer, les mecs? Bah, un barbu, une hache. Ouais, tu me mets une meuf avec des gros seins et une tenue un peu légère. Ouais, ça marche toujours, la meuf, gros sein, tenue légère, j'aime bien. On pourrait la faire se balader avec une sorte de sextoy, un truc rigolo, tu vois. Une peluche. Un sextoy qui parle. Ouais. Ou un truc bleu, tu vois. Mais mignon parce Ouais. que du coup Ouais. les trucs mignons comme ça, le public 12-15, c'est bon Ah, là. on peut vendre aux un jeunes mini comme ça. Stitch. Un mini Stitch, ça Ah, fait on de la pourra peluche, faire ça des fait du merchandising. figurines, tout ça. Ouais, Ouais, non, merchandising à merchandising. fond. Ouais. Nickel. Ok. Et Bon, il nous faut un con, toujours. Ouais. Avec du mystère. Avec du mystère. Un con avec du mystère. On- Ah, on- ça c'est super novateur parce on- que on en lui met général, une Hein On lui met une cagoule en cuir. ah ouais, le mec mystérieux avec un masque, on voit pas sa gueule. Hein Ouais, mais cagoule en cuir, ça fait trop SM. Là, du coup, on va perdre la Ouais, catégorie ouais, d'âge ouais. 30. Bon, on nous fait comme un casque, mais intégral, un peu à la con, tu vois, enfin, genre fait dans un pot de chambre ou je sais pas quoi. Ouais.
Hein, ça, pas mal, ça ça. peut Ça peut passer. être pas mal. Ok, bon, par contre, c'est bien, on a une fille avec des gros seins et, Ah, mais, ouais, des villes. l'histoire, on n'a rien là. Hein. Et là, L'histoire... faudrait de l'action, quoi, que ça tabasse un peu. On a qu'à mettre un bourrin. on met un bourrin en face, un peu velu, un peu moche. Un mec qui a du vécu, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Qui combat à la hache. Parce que la hache, ça fait bien. Ouais, c'est bien Ça gros, fait tu plus vois. parce que l'épée, ça fait un peu un truc de. Ah non, là, faut de la grosse hache, voire une masse. Ok. Mais la hache, c'est bien. Non, une hache à deux. Non, une hache à deux mains. À trois Bon, mains. ok, et ils font quoi? À deux mains et deux pieds. Mais un Ok, truc et- énorme, quoi. Hein. Faut un truc nouveau, je dirais. La hache Non, de mais main, attendez, c'est déjà fait. on fait pas du manga, là. Et donc, il nous fait quoi, le gars? Parce que bon, c'est bien, les mecs, vous m'avez trouvé des personnages. Bah, il faut sympas de pour toute rigoler. façon, c'est simple, tu lui trouves une quête, n'importe quoi. Aller retrouver le pinceau de machin. Le pinson. Le pinceau de machin. Aller retrouver. Le pinson, je crois qu'on a un truc. Le pinceau, peigne ça de- marche, on peut essayer de lui faire trouver un oiseau magique. Voilà, l'oiseau bleu, ou je sais pas quoi. Ouais, mais le peigne qui permet de démêler les cheveux ou un truc comme ça, tu vois, un truc plus pour les kids, quoi. Plus pour les kids. Ah non, mais tu sais, ce qui marche en ce moment, c'est Game of Thrones, quoi. C'est du sang, des nibards C'est et clair. de l'action, quoi. C'est clair, non, là, faut du sexe, quoi. Ouais, donc du coup, Un petit peu de magie, un donc petit voilà, peu fantastique. ouais, on oublie clairement les petits, quoi. Tu vois, un mélange entre Game of Thrones et Spartacus, quoi. Ah oui, mais donc là, clairement, toi, tu cibles du 30-45, quoi. Voilà, mais Ah avec, oui, des, clairement. avec des petites peluches, comme ça, on peut les revendre pour les jeunes à côté. Et l'oiseau Comme ça, les magique, parents, il se ils tape sont- qui, alors? Ah, je sais pas, là. Ok. Enfin bon, ça me rappelle vaguement un truc, quand même, cette histoire. Il y avait pas une BD qui était sortie un peu sur Ah, je sais pas, sur je sais la pas même lire, moi. thématique. Je sais pas. Oh, Bon, c'était pas trop mauvais, hein, comparé à d'habitude. On n'a pas chanté cette fois-ci. ça change. Bah, Ouais. surtout, c'est bon pour les auditeurs. Vous pourrez nous remercier. Si, ou au moins, si vous n'avez pas rigolé, vous pouvez nous remercier. Attention, n'importe quelle chanson peut arriver à n'importe quel moment. La quête de... My God! Quoi? Tizak n'a pas chanté de tout l'épisode 82. Ah oui, c'est vrai. La quête de l'oiseau du temps, de Loisel et Le Tendre. Et là encore, j'ai tendu une énorme perche, hein. Là, tu la saisis pas, celle-là. Là, tu me cherches. Tu parlais de quoi, Wanaï? J'ai pas entendu, en fait, on t'écoute pas. Oui, j'ai remarqué. La quête de l'oiseau du temps, de Loisel et le Tendre. De Le Tendre Loisel. Une saga d'héroïque fantasy qui a quand même maintenant quelques années. Bah, ça a Dans les débuté en années- 75 pour les premières planches en noir et blanc. Ouais. Voilà. Non. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé un peu plus tard En couleur. Ouais. en couleur. Enfin même ils avaient refait. Ça a été carrément, redessiné parce que redessiné, les etc. personnages principaux ont été Sérieux, c'est redessinés. si ancien que ça? Oui, oui, on était. Ah ouais, non, mais alors là, clairement, je pensais que c'était quand même plus récent. Bah, c'est-à-dire qu'il y en a qui lisent les bonus à la fin. Ben en fait, c'est que j'ai pas lu l'intégrale. Moi, je les ai lus en bande dessinée. Voilà, je suis désolé. Non, mais oui, merci, c'est gentil. Tu fais style, ouais, regarde, moi je l'ai pas lu. Moi, j'avais la vraie version. C'est celle en plusieurs bandes dessinées. Ah oui, en plusieurs tomes. Ouais, c'est ça. Voilà, à l'ancienne, quoi. Oui. Pas l'intégrale qui arrive 15 ans après. Ah, Enfin ok, bon. d'accord. Allez, c'est bon. Donc, ça nous raconte l'histoire de Bragon, Oui. qui est un ancien chevalier à la retraite, en fait, hein, qui vit dans une sorte d'auberge. Même ancien héros. à la Héros, oui, retraite. c'était carrément un héros légendaire, qui un jour voit une jeune fille arriver, Pélis. envoyée par son ancienne amie et amante, une sorcière. C'est celle qui a les gros seins et qui est courtement vêtue. Voilà. Et lui, c'est le vieux guerrier. C'est ça. Qui combat à la hache parce que c'est un peu plus bourrin. Voilà. Et qui arrive, qui laisse sous-entendre que peut-être elle serait sa fille, mais c'est jamais vraiment dit. Et qui, parce qu'en fait, la sorcière, Mara, aimerait que Bragon les aide à retrouver l'oiseau du temps pour empêcher un dieu du mal, en gros, de sortir de la conque de Ramor dans lequel il est enfermé. C'est ça. Donc c'est le dieu Ramor qui faisait partie des 3 dieux principaux du monde. Les dieux sont partis en laissant Ramor qui avait voulu prendre le pouvoir emprisonné dans une conque, sauf que le sort arrive à son terme. À la date de péremption, et C'est ça, malheureusement. c'est la date limite de consommation. Et donc, pour renouveler le sort, c'est un sort qui est assez long, qui demande donc d'une part d'aller récupérer la conque dans laquelle est enfermé le dieu, et d'autre part un grimoire que Mara a déjà récupéré. Mais il faut également du temps pour lancer ce sort, et le temps manque à Mara. Et il faut donc trouver l'oiseau du temps qui permet de stopper le temps pour que Mara puisse avoir la possibilité de lancer son sort. Donc le premier tome est sorti en 83. Et donc ça fait un petit peu son âge maintenant. Le dernier tome est sorti quelques années après. Non, le dernier tome est sorti. 87. Le dernier tome? Le tome 4. En 87. Ah oui, t'as pas les premières éditions, Matt.
Il y a eu une suite qui est sortie quelques années après avec c'était pas Loisel au dessin, c'était Lidwin qui est sorti en 98 et qui a eu plusieurs tomes depuis, dont un en 2007 et un en 2010, etc. Quoi qu'il en soit, la tétralogie originale forme un tout, forme une histoire complète qui se tient avec une chute qui tabasse. Ouais. Une chute qu'on voit pas venir. Pas tout à fait. Voilà. Qui est pleine d'émotions, etc. On est vraiment dans de l'heroic fantasy à papa. Ouais. Alors, je te laisse ouais. vas-y. Vas-y, Fais ton truc, mais ensuite, donne pas trop ton avis pour l'instant. Non, si, donne-le, au contraire. Comme ça, Non, qui se tasse un peu là-dessus. On est dans la ville. Donc on est un peu dans de l'heroic fantasy à papa, avec un univers médiéval fantastique un petit peu classique, quelque chose un petit peu post-métal hurlant dans les ambiances. Un dessin qui tient bien la route, même si parfois il y a un peu de rigidité et une mise en page un petit peu difficile à suivre. Enfin, on sent que ça pèse un peu son âge. C'est pas toujours aussi fluide que le serait une BD maintenant, en fait. Franchement, et là on est tous les deux, on est au taquet, on a envie de te contredire en même temps, tu vois. Non, ouais, si contredisez-moi. Alors, déjà, la BD à papa t'oublie, parce que moi, quand je l'ai lu la première fois, donc ça devait être dans les années, on va dire 2000, voilà, je t'avoue que je me suis pas reproché dessus, et je savais même pas qu'elle était si vieille que ça, la bande dessinée, je m'en suis même pas aperçu. Moi, je me suis rendu compte je me doutais qu'elle était âgée, mais je voyais ça fin 80, début 90. Plus parce que Pierrick m'a dit que c'était une intégrale d'un vieux truc que par réellement le dessin. Alors après, effectivement, il y a quelques bulles, quelques ancrages, quelques façons de décrire dans les bulles qui font un petit peu pas très moderne, je te l'accorde. Un peu ancienne aussi. Ça peut être un choix. Pas tant que ça. Non, ça peut être un vrai choix. La couleur de la couve, qui a été faite super récemment. Mais on s'en fout, c'est quelque chose qui peut être c'est un choix. C'est un choix artistique qui pourrait être très très récent. Hein. Moi, alors vraiment, c'est. Ouais, si, là, je viens de voir, le feu. Si. Mais c'est voilà. pas le feu, c'est. Non, à gauche. Dans le micro, tu vois. À gauche. C'est le feu de Rahan, à gauche. Non, celui-là, je suis d'accord avec c'est lui sur ça. C'est le même feu que tu peux trouver dans un Landfest à l'époque, hein. Et à l'époque, non, mais Landfest. Oui, mais justement, je veux dire, tu prends un Landfest, je suis désolé, mais tu auras à peu près la même qualité, et c'est pas. Ouais, mais voilà, quand je te parlais à l'ancienne, c'est que les premiers Landfest, on était aussi pas passé maintenant au niveau des couleurs. Il y a eu des progrès, il y a eu du travail sur le numérique qui a apporté une modernité, un travail sur les couleurs différent, je trouve. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé que ça avait un petit peu vieilli sur ce point-là, mais vous êtes là pour me contredire, allez-y. Ouais, voilà, clairement, moi j'ai pas senti de choses vieilles. Puis alors, personnellement, je l'ai lu il y a pas très longtemps, hein, genre je l'ai fini ce matin. Donc, on peut pas vraiment dire que c'est des souvenirs, voilà. Lointain, ouais. Moi, je n'ai vraiment pas senti de vieillerie là-dedans. Alors, effectivement, le scénario tient bien, les cadrages dans les vignettes, même si ça a 30 ans, ça marche encore, voilà. Ouais, 30 ans. C'était oui, c'est même 35 ans, ouais. C'était bien écrit et bien fait à l'époque, et moi j'ai vraiment pas senti son âge quand je l'ai lu, quoi. Eh oui, l'oiseau du temps, c'est intemporel. D'accord. Au niveau du récit, on a 4 tomes. Est-ce que vous pensez que tous les tomes se tiennent la route? Est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps des péripéties secondaires qui auraient pu être évitées? Oui, bien évidemment, mais bon, ça après... Je cherche la petite bête. Hein. Oui, tu cherches la petite bête, clairement. Mais c'est vrai que pour l'ellipse finale, elle n'est pas mise en place dans le premier tome. Oui. Elle arrive que dans le deuxième, ou un truc comme ça. Ou dans la fin du deuxième, peut-être même. Bref, on sent que c'était pas prévu au départ, et tiens, on a chopé une idée pour la fin. Voilà, donc oui. Là, on la place à cet endroit-là. C'est vrai. Maintenant, c'est chercher la petite bête aussi, hein, ça gêne absolument pas dans le récit. Non, là je vais être honnête, j'ai pas relu l'intégrale. Je me suis fait ça juste avec mes vieux souvenirs de vieux papa. Et non, je peux pas t'aider là-dessus et te dire s'il y avait un qui était moins bien que l'autre. Ok, bon, par contre, moi, un truc je trouve très bien, c'est une galerie de personnages originaux qui est intéressante. Galerie d'animaux. Effectivement, Pélis, c'est le fantasme d'heroic fantasy classique. Un peu simple, mais qui tient la route. Mais l'histoire elle a son rôle, elle a son caractère, et c'est ce qui sert de moteur au héros principal. Mais l'histoire d'avoir un vieux chevalier à la retraite, c'était vraiment original. Le gars masqué qui les accompagne, le chevalier masqué, qui est le personnage humoristique, qui est là pour amener vraiment de l'humour et vraiment intéressant.
quand il se retrouve avec le Rige, qui est donc c'est dans le troisième tome, qui est en gros un chasseur, le chasseur, et qui en gros se dit Bragon, c'est le mec qu'il faut que je me fasse parce qu'il doit être trop fort, qui est un personnage vraiment haut en couleur avec beaucoup de prestance et de classe. Je veux dire, c'est un méchant mais qui a une classe, voire même plus de classe que le méchant de la fin, quoi. Oui. Ils ont créé le méchant de la fin, c'est un dieu un peu immatériel, machin chose, donc c'est autre chose. Et puis une chute qui te laisse, mais t'y attends pas, c'est très bien amené, t'es sur le cul, voilà. Alors bon, après c'est un défaut que j'ai, hein. J'ai déjà le même problème avec les séries policières à la télé, c'est que assez souvent je vois un truc arriver. Là, ça m'est arrivé aussi. Voilà, clairement la mise en place du personnage qui revient. Tu l'as vu quand? Quand en début d'album, alors je sais pas si c'est la première fois où on le voit, mais en début, je crois, du troisième, ou je sais plus si c'est en début du deuxième, la mise en place, je raconte mon histoire à, il y a allez, d'accord, c'est bon, voilà. Alors après, ça a été inventé dans les années 80. Oui. Depuis, ça a été utilisé 50 fois. Alors c'est vrai que moi là, c'est la première fois que je le lisais. Oui, donc on s'en fout de qui est l'autre, qui est le premier à sortir ce type de fonctionnement. Toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas forcément un outil, une clé qui est particulièrement novatrice. Donc je l'ai vu arriver. Mais à l'époque, je pense qu'on pouvait largement se laisser prendre au jeu sans aucune difficulté. Ok, quelque chose à rajouter, Thio? C'était une excellente bande dessinée dans mon souvenir. Ça allait toujours. Maintenant, là, du coup, j'ai envie de le relire en intégrale avec tous les bonus. D'ailleurs, sur les bonus de l'intégrale, il y a quoi? Il y a des planches de la première version qu'ils avaient proposées, en fait. En noir et blanc, donc. Voilà. En noir et blanc, parce que la première édition était en noir et blanc. Ça, et les planches sont... on voit les personnages différents. Ils sont pas dessinés de la même façon. Donc le Bragon, par exemple, avait un look un petit peu plus militaire, je trouve, avec des cheveux plus courts, une barbe mieux taillée, il est moins hirsute. Les autres personnages, voilà, sont pas exactement dessinés de la même façon. Et du coup, le travail du noir et blanc est un petit peu différent du travail de la couleur. Donc ça reste intéressant à relire. Et puis on voit quand même que la mise en page avec les titres en haut à l'ancienne façon Rahan, quoi. Bon. Ça, clairement, ça a été refait, heureusement. Bon, par contre, ils les ont mis en 2 planches par page. Oui, en 2 planches par page. Ça fait un petit peu petit. Alors moi, c'est une édition France Loisirs que j'ai, parce que je crois qu'en fait, l'intégrale n'est plus disponible autrement. D'accord. Ils ont fait un côté assez fort là-dessus. Au niveau des auteurs... Juste pour te couper, enfin, France Loisirs, ils ont plein d'intégrales. Oui. Oui. Mais c'est un piège, après, tu peux plus te casser de chez eux et tu les détestes. Oui, mais enfin, si c'est les seuls à les fournir, c'est peut-être intéressant. Ah, là, pour le coup, je suis très content parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, l'intégrale était plus disponible. Enfin, il va être édité, un truc comme ça. Si l'auteur, c'est Dargaud à la base, le réédite pas, je comprends pas. Les auteurs, Serge Le Tendre, nous on le connaît parce qu'il a participé à Jérôme Bloch, en fait. Jérôme Bloch, c'est un des co-créateurs de la série. Il continue à faire du scénar de BD. La gloire des rats, par exemple, dans les trucs récents. Le paradis sur Terre qu'il a pu faire. Après, j'avoue que c'est un auteur que je ne suis pas vraiment. En tout cas, voilà, bon, c'est un scénariste qui continue pas mal à bosser. Le plus connu derrière reste Régis Loisel, qui a peut-être moins de choses à son actif. Tu as quoi? T'as Peter Pan? Les Peter Pan, qui sont magnifiques. Mais je pense justement qu'il y en a un petit peu moins parce que il prend quand même beaucoup de temps pour le dessiner. Oui, et Peter Pan. Alors, il a fait d'autres trucs apparemment. Il avait fait des Troubles Fêtes, oui, qui étaient des trucs jolis, un peu érotiques, très sympathiques. Le Grand Mort et Magasin Général, dont on parlera un autre bientôt, jour. On a presque fini de tout lire. Voilà, et il est crédité sur du Black Sad, mais alors là, je ne sais pas. Ah ouais? Tu vas aller chercher ça. Ah ouais, non, là, je ne vois pas pourquoi. Graphiquement, il a un style un peu rond, un peu semi-réaliste, cartoony, sympathique, Loisel, qui marchait bien avec le dynamisme de l'époque. Et puis surtout, il prend son temps pour dessiner, c'est pas pour rien. Il y a des détails à foison, tant sur les personnages que dans les décors. Même le petit personnage là, le petit maître qui dit Dru tout le long de la BD, même ce petit personnage là, le fourreux qui n'est utile finalement que dans un demi-tome,
Il est extrêmement bien dessiné, il est tout le temps en action, il sert tout le temps à quelque chose. Et puis il a inspiré Stitch. C'est-à-dire que si à un moment donné on nous dit non, Stitch n'a pas du tout été visité par... Ah non, il faut quand même pas déconner, c'est le même en plus petit. Il faut savoir avec que... une plus grande donc, queue. Il y a eu des suites. Les suites ont été... Il a fait la préface du tome 5 de Black Sabbath. D'accord. Les suites ont été co-scénarisées par Le Tendre et Loisel. Le storyboard était de Régis Loisel. Il avait fait aussi les couleurs du premier, l'Ami Javin, qui en gros était une préquelle, très à la mode en général, dessinée par Lidwin. Lidwin qui avait fait le dernier Ludose. Un artiste magnifiquement bon, mais qui pour le coup c'était vraiment fondu dans le style de Loisel. Mais comme Lidwin, en général quand il fait un truc, il fait pas la suite et tout le monde le déteste car le dernier Ludose n'aura jamais de suite. Il a fallu attendre quelques années pour avoir encore une suite, donc en gros 9 ans pour avoir un tome 6 dessiné par Mohamed Awamri qui s'appelle Le Grimoire des Dieux. Et encore un autre dessinateur pour le tome 7 sorti en 2010 qui était Vincent Mallier et qui là s'appelle La Voix du Rige et qui donc de nous raconter une aventure du Rige. Voilà pour ce qu'il en est sorti après. Alors moi j'avais lu que l'Ami Javin à l'époque. C'est pas pareil. Voilà. J'avais un peu perdu de l'intérêt, puis bon, c'est vrai que j'avais lu la BD il y a très longtemps, ça m'avait un petit peu... Au niveau du scénario, ça posait problème ou au niveau du dessin? Non, je sais pas, j'avais pas retrouvé la magie que j'avais lue en lisant La Quête de l'Oiseau du Temps enfant, en fait. Ouais. J'attendais autre chose, j'attendais plus. Puis on sentait que Lidwin, qui avait un style beaucoup plus réaliste, se fondait dans le style de Loisel, qui fait des storyboards très 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 détaillés. J'ai pu voir, j'avais vu des planches du storyboard de Loisel et puis fait mais c'est pas un dessinateur dont il a besoin, c'est un encreur. Voilà. Effectivement. Rien à rajouter? Non. En tout cas, si ça vaut le coup de s'abonner à France Loisirs. Ouais, mais faut vite se désabonner parce que moi là, j'ai du mal à trouver des trucs sympas. Carte blanche à Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Pierrick. Et nous sommes donc partis pour notre deuxième partie de notre analyse, enfin de ton analyse sur les rapports entre le jeu de rôle et la bande dessinée. Si dans la précédente émission nous avions beaucoup parlé de ce que le jeu de rôle avait amené à la bande dessinée, tu vas nous parler aujourd'hui un peu plus de ce que la BD a amené au jeu de rôle. La BD a amené au jeu de rôle beaucoup de choses, parce qu'elle a influencé nombre de joueurs, nombre de meneurs de jeu, de gens qui ont écrit des scénarios, qui ont créé des univers. Parce que le jeu de rôle n'est pas limité en nombre d'univers, en création de personnages. On peut vraiment y faire ce qu'on veut, développer ce qu'on veut. C'est un média de l'imaginaire, donc à partir de là, tout est possible. Et le jeu de rôle a influencé beaucoup de joueurs de jeux de rôle et de gens qui pratiquent ce loisir. Donc moi j'ai fait une petite liste rapide de 4 titres qui sont pour moi des bandes dessinées clés qui ont influencé modestement mes parties à moi et les joueurs avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter au cours de mes années de pratique de jeu de rôle. Donc pour moi le top du top en matière d'influence de la bande dessinée sur le jeu de rôle, c'était Torgal. Parce que Torgal, c'est le héros indestructible, c'est celui qu'on rêve tous d'incarner, c'est épique, c'est médiéval, il y a de la science-fiction, il y a des épées, il y a des combats, il y a des dracars, il y a des twists régulièrement dans toute la saga avec des rebondissements incroyables. Régulièrement jusqu'à la moitié de la saga. Ouais, ça s'est un peu calmé ces dernières années. J'ai envie de dire, on parle des bons albums, quoi. Donc voilà. Après, personne n'est d'accord sur où placer la limite, quoi. Mais oui. mais on est tous d'accord sur le fait qu'il y en ait eu. Donc voilà, Torgal, c'est quand même. Mais tu peux pas dire que c'est pas un monument de la bande dessinée. Oui, je suis d'accord. Ensuite, en top 2 de ma liste, j'ai mis La Quête de l'Oiseau du Temps. dont on vient de faire une splash page dessus, donc on en a longuement parlé déjà. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais voilà, c'est un univers médiéval fantastique, je dirais, qui est très moderne,
et qui a apporté beaucoup au jeu de rôle, notamment dans la narration, notamment dans le fait d'avoir des personnages ambigus. Je pense beaucoup qu'il n'y ait pas que parce que Quête de l'Oiseau du Temps, ce n'est pas qu'un univers manichéen. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et ceux qui n'ont pas, d'ailleurs, je crois qu'une édition est sortie l'année dernière, une édition intégrale avec recolorisation. Si vous avez l'occasion d'encore la trouver, car elle doit plus être trop disponible aujourd'hui, mais voilà, c'est un ouvrage magnifique que je vous invite à lire et à posséder. Vous pouvez vendre votre âme à France Loisirs pour le lire, je crois. Sur la 3e marche de mon petit podium personnel, j'ai mis le 3e Testament. Donc la BD de d'Horizon et Alex Alice, dont on a déjà parlé dans la première partie, qui pour moi une bande dessinée importante dans le sens où les personnages s'inscrivent dans la grande histoire de l'humanité et voilà, ils vont chercher aux sources du christianisme et leur découverte va bouleverser quelque part l'humanité. Si vous voulez être caricatural, c'est une sorte de mélange entre Le Nom de la Rose et Da Vinci Code. Tout à fait, en étant très caricatural, parce que je pense que la portée du scénario d'Horizon, en particulier sur les premiers albums, est bien au-delà de Da Vinci Code en tout cas. Oui, je suis d'accord. Et par rapport au Nom de la Rose, c'est pas dans un univers clos, parce que le Nom de la Rose se passe vraiment dans quelque chose de très clos. Même si c'est une influence admise. Hein, complètement. Non. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, on parcourt l'Europe, on découvre des cités enfouies. Enfin, il y a un peu d'Indiana Jones aussi là-dedans. C'est merveilleux. Et puis bon, quand on est des joueurs de jeux de rôle, on a envie d'incarner ce genre de personnages qui vont laisser sa marque sur l'histoire. C'est magnifique. 4e et dernière BD que je voulais citer, c'est celle d'un auteur qu'on a vu en première partie, qui est Olivier Vatine, avec Aquablue. Donc là, on se retrouve dans un univers encore différent, avec un choc de culture entre de la science-fiction, de l'animisme primal, ce genre de choses. Je dirais que c'est moins mon registre, mais c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir en bande dessinée, qui a été amené par Olivier Vatine graphiquement et qui derrière a inspiré nombre de joueurs dans cette approche de pouvoir mélanger différents univers et pas être dans la science-fiction pure, dure, que ce soit du Asimov ou du Star Wars, et qu'on pouvait un petit peu mélanger les genres et sans que ça choque la narration. Oui, assez efficace. Ça a été repris ensuite, parce que Vatine n'a malheureusement pas dessiné les derniers tomes, par Cyrus Tota au dessin, si je me souviens bien. C'est ça. Et il y a une nouvelle série magnifiquement, alors je les ai pas lus, mais alors je les ai juste feuilletés, c'est magnifiquement illustré par Renaud, qui vient de sortir. Le tome 2 est attendu assez prochainement, je crois. Tout à fait, parce que le tome 1 doit avoir 1 an et demi maintenant. C'est ça. Non, mais Renaud, ça a l'air d'être très lent. Ouais, mais enfin bon, quand on voit la beauté des planches, voilà, oui. On comprend pourquoi. Oui, on lui pardonne, en plus. Voilà, on lui pardonne. Ensuite, il y a aussi eu des adaptations de BD, de jeux de rôle, de BD en jeu de rôle. De BD en jeu de rôle, ouais. Oui. Tout à fait. Alors, les premières adaptations qu'on trouve, ça va être plutôt de l'autre côté de la mer, chez nos voisins américains, qui ont donc cette culture du super-héros et qui ont essayé d'adapter au mieux comment jouer des super-héros, comment incarner des super-héros dans un jeu. Donc la référence sur ce thème-là, pour moi, ça a été le jeu Hero, qui a un système multi-univers, comme on en parlait, qui peut s'adapter à n'importe quel, qui est fait pour s'adapter à n'importe quel univers, et dans lequel ils avaient créé une gamme qui s'appelait Champion, dans lequel on incarnait des super-héros. Alors c'était pas un jeu à licence, parce qu'ils n'avaient pas de fric, évidemment, à l'époque, pour acheter le droit d'utiliser Superman, Batman, etc. Mais donc, ils avaient quand même, ça a été un petit peu les précurseurs, les pionniers du jeu de super-héros et de la gestion des super-pouvoirs dans un jeu de rôle, ce qui est sûrement ce qui est le plus dur à faire en termes de jeu de rôle pour garder une cohérence, et quand il y a une intrigue, de pas résoudre l'intrigue en 2 secondes, parce que le joueur a ce super-pouvoir qui permet de connaître toute la vérité, par exemple. Oui, les pouvoirs bien chiants. Après, il y a eu des jeux à licence. Les éditeurs s'y sont mis. Il y a eu Marvel, il y a eu DC.
C'est venu plus tard parce que, enfin, Champion, ça a été 1981 à peu près, et Marvel, le premier jeu Marvel dont on trouve des traces, c'est 1984. Et après DC s'y est mis fin des années 80, début des années 90. Marvel a eu une tonne de versions différentes. En tout cas, DC ayant moins de succès en France, on connaît pas aussi bien. Mais alors Marvel, il y a eu des déclinaisons. Ça a été affolant au niveau de l'édition Marvel. Ça a été à se noyer d'ailleurs, un petit peu comme il y a eu pour les comics à un moment de chez Marvel où on croulait sous les publications dans un ordre disparate, où on comprenait rien aux arcs narratifs parce que tout n'était pas publié. Enfin bon, ça a pas été, ça s'est pas fait sans mal, mais ça a quand même trouvé son public. Parce que il y a quand même, il y a Laura Marvel, il y a les super-héros qu'on connaît, et les gens voulaient jouer, incarner les personnages qui lisaient dans les comics de cette époque-là, quoi. Ça nous a pas empêché en France d'essayer d'avoir nos jeux de rôle avec nos univers. Tout à fait. Alors, le premier que j'ai trouvé, hors l'exemple de Simulacre que j'ai donné tout à l'heure, qui a été intégré dans une bande dessinée de Jodorowsky, le premier jeu de rôle vraiment attitré à une BD que moi j'ai trouvé, ça a été Légendes des Contrées oubliées. Mais pour le coup, là, le jeu de rôle et la bande dessinée ont été développés en même temps, dans un même esprit, par les mêmes auteurs d'ailleurs. C'est développé en même temps, je savais pas. Il me semblait que ça avait été développé après. Alors ça a été développé après, mais ce qu'il y a, c'est que la conception d'un jeu de rôle avec le playtest, avec les risques financiers de publication d'un jeu de rôle tel qu'on les connaît par rapport aux risques moindres de publication d'une bande dessinée, la bande dessinée est sortie avant. Vu ce qu'on dit sur l'état du monde de l'édition de bande dessinée, vous imaginez l'état du monde de l'édition du jeu de rôle. Tout à fait. Ouais. Il y a très peu d'auteurs qui arrivent en livre. Je ne sais pas s'il y a encore d'ailleurs des auteurs qui arrivent en livre. Mais bon, c'est un autre débat sur lequel on pourrait passer, je pense, tout un podcast. Donc on ne va pas s'étendre sur le sujet. Donc Légendes des Contrées oubliées, le jeu est sorti après la bande dessinée, mais ça a été créé en même temps, quoi. La bande dessinée a été pensée en se disant tiens, on va faire un jeu en même temps, sachant que les auteurs sortaient de chez Casus Belli. Donc voilà, ils avaient l'habitude de ça, ils connaissaient très bien le monde du jeu et avaient pensé leur bande dessinée comme un tout, enfin leur univers plutôt comme un tout qui est intégré. C'est sorti d'ailleurs chez l'éditeur de la BD. Tout à fait. Ça devait être Delcourt, oui, c'est ce que je pensais. Delcourt qui a continué ses expérimentations. Tout à fait, parce que derrière, en 2001, est sorti le Donjon Clé en main, qui a été le jeu de rôle tiré de la bande dessinée Donjon de Trondheim Isfar, que moi j'ai trouvé chez mon libraire. Donc, oui, aussi, comme Légendes des Contrées oubliées, ils étaient chez le libraire. Voilà. Donc l'avantage de ces jeux-là, c'est qu'ils ont peut-être permis à des gens, alors moi je connaissais le jeu de rôle avant, donc c'était pas mon cas, mais ils ont peut-être permis à des gens de découvrir le jeu de rôle par cette porte-là. Et parce que le jeu de rôle était distribué par d'autres canaux que les boutiques de jeux classiques, les boutiques spécialisées dans le jeu de rôle et dans le jeu de société en général. Puis la plupart du temps, il y avait une approche aussi de jeu de rôle un peu particulière, c'était une encyclopédie et le jeu de rôle. On avait une encyclopédie dans l'univers de la bande dessinée qui permettait de prolonger un univers qu'on avait apprécié en fait, et les règles qui permettaient de jouer dedans. Donc voilà, c'était un peu la boîte de Pandore où on commence à mettre le doigt dans l'engrenage pour connaître un petit peu ce qui se passe dans l'univers et connaître l'encyclopédie, et on finit à rassembler ses amis autour d'une table et à leur faire lancer des dés de toutes les couleurs. Donc voilà, je pense que c'était un peu l'idée de voilà, complètement du Donjon Clé en main au moment où c'est sorti. Après, j'ai pas les chiffres de vente. Je pense que c'était un succès d'estime que littéraire, mais il a eu le mérite d'exister. Il a eu le mérite de tenter quelque chose qui n'avait pas été fait jusqu'à présent en France réellement, quoi. Sur Donjon Clé en main, c'était rigolo sur Donjon Clé en main parce qu'en plus la BD en elle-même était pleine de méta informations, de brisures du quatrième mur qui impliquaient que ça avait été écrit par des rôlistes en fait. C'est ça. Je vais te laisser un petit peu parler de la brisure du quatrième mur parce que je pense pas que les gens qui ne sont pas rôlistes comprennent tout à fait l'allusion. Oui, non, la brisure du quatrième mur, c'est quand le personnage s'adresse directement au lecteur, comme s'il pouvait lui répondre, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps, parce qu'essayez de parler à vos BD, vous verrez, c'est pas efficace. Et donc, ça crée un effet, et de temps en temps, on a une façon de faire dans Donjon, où il y a des références, des réflexions, qui ne peuvent pas exister dans cet univers-là,
mais qui n'existe qu'en référence avec des choses du réel et donc des éléments du monde des gens qui font du jeu de rôle. Voilà. Je pense que ça a été parfaitement résumé. Merci. Donc après cette expérience du donjon clé en main, on a trouvé, je vais passer vite fait sur les métabarons. Donc on sait que Jodorowsky a quand même toujours regardé un petit peu ce qui se passait autour de lui, et notamment en termes de narration, en termes de construction d'histoire. Voilà, c'est pas étonnant de trouver un jeu de rôle métabaron. C'est un jeu qui a été d'abord créé pour le marché américain, avant d'avoir été traduit et importé en France. Donc voilà, c'est quelque chose c'est un jeu qu'on a très peu trouvé en France, qui est passé pour le coup par des canaux de distribution beaucoup plus classiques du jeu de rôle, plus que les libraires bande dessinée ou libraires classiques. Ce qui n'est pas le cas du prochain jeu dont tu vas parler. Ce qui n'est pas du tout le cas du prochain jeu, parce que c'est L'Enfeust, donc Arleston, Tarquin, tout ça, qui est sorti en 2005, pardon, qui est un jeu qui se passe dans l'univers de L'Enfeust, qui vient écrit par Éric Niedan. Coucou Éric. Qui vient compléter les encyclopédies qui avaient été sorties préalablement. Donc il y a un petit peu l'aboutissement de tous les spin-offs qui sont sortis sur L'Enfeust, toutes les encyclopédies. C'était aussi un troisième recyclage, parce que les encyclopédies compilaient des informations qui à la base étaient disponibles dans les tirages de tête de L'Enfeust et de Troll de Troie, et on retrouvait ces informations-là encore en partie dans le jeu de rôle. Voilà, plus derrière un système qui permettait de faire fonctionner, une mécanique en fait, qui permettait de faire fonctionner le jeu en lui-même avec des règles, tout simplement. Alors le bouquin, moi je l'ai, le bouquin il est magnifique, il est très gros et voilà, il est vraiment flatteur. Après, j'ai plus de réserves sur le système, sur la gestion des pouvoirs des héros qui sont incarnés dans le jeu de rôle. Enfin bon, je pense qu'on joue pas à L'Enfeust pour jouer sérieux, entre guillemets. Et donc, si on veut se faire un gros délire une soirée, c'est quand même un excellent moment à passer, quoi. Continue avec la Brigade Chimérique. Là, on est dans le plus récent. C'est le dernier qu'on est répertorié. Voilà, on est dans le beaucoup plus récent, en 2012. Alors, la Brigade Chimérique, il y a eu la bande dessinée qui est sortie chez La Talente. Et c'est pareil, comme Les Gens des Contrées oubliées, ça a été un univers qui a été pensé de manière globale, avec une structure narrative particulière, avec des visuels et avec la bande dessinée et un jeu, quoi. C'est vraiment un tout qui a été créé autour de la Brigade Chimérique. Donc là, on gère des super-héros français. Donc pour ceux qui connaissent pas la bande dessinée, le thème de la Brigade Chimérique, ça se passe fin du 19e siècle, existent des super-héros français, fin du 19e, qu'est-ce que je dis moi, début 20e. Oui, début 20e, juste après la guerre de 14-18 là. On est dans cette période-là, si je ne m'abuse. En gros, on récupère des héros populaires qui existaient réellement dans la littérature populaire à l'époque. C'est ça. Qui étaient en fait des super-héros européens qui ont complètement disparu suite à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc l'un des auteurs, alors je sais plus si c'est Lehmann ou Colin, Fabrice qui a fait une étude sur le sujet, en fait, c'est parti de... Lequel a fait une étude, ça je sais pas, mais je sais que Fabrice Colin, lui, était auteur de jeux de rôle. Oui, mais l'étude, en fait, je sais que l'un des auteurs de la Brigade Chimérique a fait une étude à la base sur ces super-héros disparus, et a dit mais faut les remettre au goût du jour, faut leur redonner une vie. Et ça ressemblerait plus au côté léman du duo de scénaristes, mais je suis pas sûr. Et bon, ça se retrouvera. J'invite les podcasteurs à faire une petite recherche sur la Brigade Chimérique, c'est pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, quoi, il s'est dit, tiens, il faut remettre ces héros là au goût du jour, faut leur redonner une vie. Parce qu'on s'est fait bouffer par les héros américains, et chez nous, il existe une vraie culture du super-héros aussi. Mais qui a été complètement disparue. Qui a été disparue, et tel l'archéologue de la science-fiction, il a un petit peu fait ressurgir ça au travers sa bande dessinée et son jeu de rôle. Donc voilà pour le palmarès des petites adaptations. Ouais, donc nous continuons tout cela. Tu parlais donc des jeux de rôle qui s'invitent dans la BD, c'est-à-dire quand on parle de jeux de rôle à l'intérieur d'une BD.
Ouais. Alors, il y a deux cas. Il y a ceux qui l'ont bien fait et ceux qui l'ont mal fait. Euh, en, pour parler de ceux qui l'ont mal fait, je vais commencer par Corberan, le scénariste qu'on connaît pour avoir fait Le Chant des Striges, mais aussi 5000 autres séries. Voilà, s'il n'y a pas 3 albums de Corberan qui sortent dans l'année, je pense que c'est une année pauvre. Euh, le, il avait fait une série qui est un spin-off du Chant des Striges qui s'appelait Le Maître du Jeu, et sur lequel on sent vraiment que Corberan a été... On a raconté à Corberan, ses amis, ou je sais pas, des gens qui sont proches de lui, ont dû lui raconter ce que c'était que le jeu de rôle, et il s'en est fait son idée. Et il a tissé sa trame à partir de l'idée qu'il s'en faisait. Ce qui fait qu'on est très éloigné de ce que lui appelle le jeu de rôle, euh, dans dans cette bande dessinée. Ça veut pas dire que la bande dessinée est mauvaise, ça veut pas dire que voilà, voilà, Corberan, comme je disais, c'est un scénariste très prolifique, donc il connaît très bien toutes les ficelles pour faire du scénario, pour faire du twist et donner envie de lire la suite. Maintenant, voilà, quand on est rôliste, c'est un petit peu frustrant de voir son média préféré être traité comme ça dans une bande dessinée qui dit voilà, nous on fait du jeu de rôle, quoi, dont les personnages prétendent faire du jeu de rôle alors qu'on est complètement à côté. Il y a aussi une deuxième bande dessinée que moi personnellement je n'ai pas lu, qui s'appelle Les Rôlistes, qui a dû avoir un tout petit tirage. D'ailleurs, c'est toi qui m'a fait. Mais ça m'est pas donné envie en fait. Elle a tous les défauts. Elle donne l'impression d'avoir tous les défauts de ces BD à métier. Alors malheureusement là, je suis en train de me faire vraiment un jugement à l'emporte-pièce, donc je vais aller vite et pas pousser dessus. Mais tu vois, ce côté, ah là là, on va raconter nos blagues de rôlistes, truc qui marche très très bien dans les soirées entre potes en fait, mais qui marche beaucoup moins bien pour un truc que tu vas acheter. Alors voilà. bon, je propose qu'on passe tout de suite sur les réussites et les bonnes surprises, quoi, de bandes dessinées qui parlent de jeux de rôle. Alors il y en a, c'est principalement d'ailleurs des bandes dessinées américaines, parce qu'il y a Dungeon Quest, on connaît, qui est celle sûrement qu'on connaît le plus en France parce qu'elle a été traduite, de Joe Daly, qui m'a donné envie, mais que je n'ai pas lu. Voilà, qui n'est pas à proprement parler du jeu de rôle, parce que alors c'est de la bande dessinée indépendante américaine, c'est du noir et blanc, c'est un petit format, donc voilà, c'est pas de la bande dessinée grand public. C'est une histoire un peu barrée dans laquelle les personnages se prennent pour des personnages de jeu de rôle, et donc traversent la ville, traversent une forêt moderne, voilà, qu'on connaît nous, et parfois ramasse des équipements. Donc c'est noté comme dans un jeu de rôle, machin à ramasser un bâton qu'il met dans son sac, ce genre de choses, donc avec un petit schéma type feuille de personnage de jeu de rôle, et voilà, c'est très bien traité, c'est très très drôle, si tant est qu'on aime ce genre de bande dessinée. Alors l'autre, pareil, alors là je connais les auteurs mais je connais pas la BD et ça me surprend. Kraken Dragon. Alors Kraken Dragon, pour l'instant c'est de la prépublication. C'est pour ça. Dans le magazine Spirou, ça veut dire que tu n'es pas abonné au magazine Spirou. Je sais. Et c'est un tort, parce que c'est sûrement le meilleur magazine de bande dessinée qu'on ait aujourd'hui. J'aimerais, ouais, mais le problème c'est que ma femme veut que je jette tout ce que j'ai, donc j'attends de trouver une édition numérique pratique. Et, vous pourriez parler de Spirou Z qui est en train d'être sorti. Mais je suis un homme sous Android et donc voilà, pas encore. D'accord, donc bientôt. En tout cas, Kraken Dragon, donc qui est par Trondheim et Sapin, Mathieu Sapin, qui est vraiment dans l'optique blague autour du jeu de rôle. Alors pas que le jeu de rôle, mais aussi le jeu vidéo, le MMORPG, le grandeur nature, tout ça. Et ça se passe dans un collège de banlieue. Où le ministre de l'Éducation nationale, ce qui fait plaisir à tes collègues, pète un plomb et déclare que dorénavant les élèves toutes les matières seront changées par des matières ludiques, à savoir le jeu de rôle, à savoir les langues étrangères, c'est savoir apprendre l'elfe, savoir parler l'elfe. Les cours d'informatique sont remplacés par des cours de World of Warcraft, voilà. Et donc les profs sont obligés de se mettre à niveau parce qu'ils n'y connaissent rien. Et les élèves sont ravis. Et c'est une histoire de ce collège dans cette ambiance absolument délirante. Ça a l'air très fun. C'est très très fun, c'est très drôle, c'est le dessin de Mathieu Sapin que moi j'apprécie beaucoup depuis très très longtemps. Voilà, c'est pas un trait qui est hyper propre, mais
voilà, je trouve que ça retranscrit parfaitement l'ambiance. Je pense que ça sortira en album parce que c'est vraiment formaté pour quand on lit les planches en Spirou. Et je vous conseillerais de l'acheter dès sa sortie parce que c'est vraiment très très bien. Tu m'as donné envie. C'est déjà ça. Les deux autres titres dont je voulais parler rapidement, c'est des titres américains qui n'ont pas eu de traduction à ma connaissance en Dark France. Tower a été traduit en France sur quelques fascicules, mais ça n'a pas duré. Voilà. Donc il y a Dark Tower que moi je connais moins et Order of the Sticks qui est plus voilà, qui va me faire la transition avec la suite parce que qu'on pourrait plus rapprocher du donjon de Nullbuck en fait pour ceux qui connaissent avec des gags. Alors attends, on va revenir d'abord sur Dark Tower, comme ça tu gardes ta transition. Ouais. Donc Dark Tower, ça nous raconte l'histoire de rôlistes en fait, et de temps en temps on va suivre leurs aventures de jeux de rôle et de temps en temps leur vie de tous les jours à la boutique, etc. C'est du strip, c'est dessiné par John Kovalik. C'est bien foutu, c'est drôle, c'est très bon esprit. Il y a souvent des réflexions assez intelligentes sur nos loisirs et puis sur l'actualité de nos loisirs. Et voilà, et c'est très sympa et ça se trouve sur internet en anglais par contre. Et Order of the Stick, là on est dans un phénomène aussi un peu particulier. Alors parce que faut dire ce qu'il y a, c'est quand même très moche. C'est du bonhomme bâton. Voilà, c'est du bonhomme bâton. Mais c'est du bonhomme bâton réussi, moi je trouve. Mais bon. Alors effectivement, dans la catégorie bonhomme bâton, ils font partie des meilleurs. Maintenant... surtout qu'en plus il en joue et il s'en amuse. Tout à fait. Non, mais c'est très moche, mais ça s'intègre complètement dans le concept même de la bande dessinée Order of the Stick, quoi. Avec le titre, ouais. L'ordre du bâton. Et donc là, par contre, on suit davantage des personnages de jeux de rôle que des rôlistes eux-mêmes. Qui ont conscience d'être des personnages de jeux de rôle. Qui ont conscience d'être des personnages de jeux de rôle et donc qui ont des réflexions par rapport à ça, d'être un peu manipulés par des sortes de conscience supérieure, quoi. Et voilà. Quoi. Donc réflexion vis-à-vis du fait d'être dessiné en bonhomme bâton. Aussi, donc ça donne lieu à des quiproquos. Il y a aussi pour info, pour l'anecdote, je sais qu'il existe un jeu Order of the Sticks auquel j'ai pas joué, mais qui est commandable a priori sur internet. Voilà, je crois que c'est un jeu de cartes de mémoire. Et Order of the Stick, en gros, est disponible sur le web gratuitement. Il y a des tonnes et des tonnes de numéros, c'est très très bien, parce que c'est surtout très bien raconté. Et il avait besoin pour faire réimprimer en papier, je crois, de 50 000 $. Alors il a fait un Kickstarter et il a gagné 1 250 120 $. Donc ça. C'est maintenant. Je sais pas ce qu'il va en faire. Soit il va faire un tirage, ou alors il va faire un sacré tirage. Couverture avec du papier doré. C'est ça, une couverture en or. Le bouquin de 5 tonnes. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça me permet de faire ma transition avec les adaptations, je dirais à mi-chemin, jeux de rôle, bande dessinée, on sait pas trop. Les bandes dessinées qu'on sait pas trop où caser. Donc, il y a eu le Donjon de Nullbuck, qui est à l'origine quand même une chronique audio, une sorte de podcast d'ailleurs sur Internet, dans laquelle qui ressemble beaucoup, qui est comme inspiration principale les 2 minutes du peuple de François Pérusse. Oui, exactement. Assumé, oui, complètement, dans laquelle John Lang, qui est le scénariste de la bande dessinée aussi, fait parler des héros de jeux de rôle de manière complètement caricaturale. Donc vous imaginez le Seigneur des Anneaux où il lance des blagues toutes les 2 secondes. Ça donne le Donjon de Nullbuck. Je trouve que la chronique, la saga audio d'ailleurs est un peu mieux réussie que la bande dessinée. Je confirme. Mais en fait, j'accroche pas au dessin de Marion Poinceau, c'est aussi ça le problème. Ouais, je peux comprendre ce problème-là, mais la bande dessinée est quand même bien écrite. Ça fait pas tant que ça travail de commande, c'est pas raté, quoi. Il y a quand même quelque chose. Voilà, c'est peut-être pas la BD du siècle, mais voilà. De même, le deuxième dont on va parler, qui est la bande dessinée qui s'appelle Noob, qui est tirée elle d'une web série dans laquelle les héros jouent des personnages dans un MMORPG type World of Warcraft, et dans laquelle donc il y a une BD qui a été tirée. Voilà, on est un peu sur un cas tendancieux. On n'est pas vraiment dans le jeu de rôle, mais un peu quand même. C'est ça, parce que les personnages sont des personnages de jeux de rôle, enfin de jeux vidéo. Mais dans lesquels ils incarnent quand même leur personnage et il y a quand même un rôle. Donc on est sur un truc un peu bâtard sur lequel on a du mal à le classer. Moi j'ai trouvé bizarrement les BD plutôt réussis. Mais le travail d'adaptation apparemment est vraiment une prolongation de la série, de la web série et pas seulement un travail de commande. Alors moi je préfère la bande dessinée à la web série.
Déjà parce que les acteurs de la bande, enfin les dialogues de la bande dessinée sont bien joués parce qu'ils sont lus dans ma tête, contrairement au dialogue de la web série qui est fait par des acteurs amateurs. Donc, Et puis Philippe Cardona dessine très très bien. Et Philippe Cardona dessine très très bien, qu'on avait vu avant sur Sentai School. Ouais. Pour l'anecdote, donc le noob, ils sont quand même Fabien Fournier, qui est le créateur de la série et le scénariste de la bande dessinée, a fait un projet Ulule de manière à financer un long métrage noob. Aujourd'hui, c'est le plus gros succès français du crowdfunding. Donc, il a levé aux dernières estimations, j'avais regardé la semaine dernière, il était à 561 000 euros. Pour le coup, il va faire 3 films. Du coup, il va faire 3 films. 561 000 euros, c'est quand même le prix d'une petite production française de cinéma, quoi. Donc voilà, c'est quand même énorme. Donc il y a un vrai public pour ça. Et lui, il va faire 3 films de genre avec ça. Voilà, lui, il va faire 3 films de genre, et donc voilà. Donc c'est quand même un événement en termes de bande dessinée, parce qu'il y a des vrais fans, et il y en a beaucoup. On a parlé des livres dans nos héros au début de la précédente émission, et les livres dans nos héros, donc comme tu le disais, c'était à la fin du chapitre, on nous demande ce qu'on veut faire, et en fonction de ce qu'on choisit, on veut un chapitre différent. Ça a amené aussi des BD dont on est le héros. Alors je sais qu'il y en a eu pas mal, j'en ai un vague souvenir de mon enfance, mais j'ai retrouvé des vieux pif gadgets, enfin pas des pif gadgets, mais c'était des pif poche hors série, dans lequel il y avait des aventures qui étaient construites ainsi, qui étaient plutôt bien construites, c'est-à-dire que ça faisait pas ça faisait pas bidon, il utilisait assez intelligemment les mécanismes en question, tu pouvais attraper de l'équipement que tu allais pouvoir utiliser, etc. C'était assez bien foutu. Et puis c'est un phénomène aussi qu'on retrouve dans toutes les BD à choix multiples. Alors c'est Scott McCloud qui a un peu fait la théorie là-dessus, avec les BD où on va pouvoir choisir où on veut aller. Et il y a un des cas donc que je n'ai pas lu mais que je vais sans doute lire pendant les vacances, qui s'appelle Vanille ou Chocolat, qui est une de ces BD à choix multiples où le nombre d'histoires qu'on peut construire avec est infini et qui a l'air assez bien foutu. Mais il y a aussi des projets beaucoup plus récents, et là je vais te laisser en parler. Alors, dans les projets restants des BD à histoire comme ça, il y a un petit cas anecdotique qui est la bande dessinée qui s'appelle 3 Chris de Denis Bajram avec Mangin au scénario. Je sais pas si tu l'as lu. Non. Qui est aussi une BD déstructurée, pareil. C'est assez fastidieux. À part pour les fans comme moi de Bajram, je conseille pas forcément de l'acheter. En revanche, il y a des projets qui sont vraiment des livres-jeux actuels, qui sont sortis chez Macaca. Donc aujourd'hui, il y en a, de ce que j'ai vu, il y en a 4, parce que c'est des livres qui sont plus des livres jeunesse, mais c'est vraiment des livres dont vous êtes le héros en bande dessinée. Donc il y a un livre pirate, 2 livres chevaliers, dont le deuxième sort là d'ailleurs, et soit est sur le point de sortir, soit vient de sortir. Sera sans doute sorti au moment où nous diffusons cette émission. Encore que c'est une sortie Macaca, donc il y a une part d'aléatoire qu'on ne contrôle oui, pas. Effectivement. Et il y a aussi un livre sur Sherlock Holmes, donc un livre plus enquête. A priori, donc celui qui a le mieux marché, c'est Chevalier, parce qu'il y a le deuxième tome qui sort là. C'est plus orienté jeunesse, c'est très orienté jeu. Je sais qu'il y a le site de jeu Trick Track, qui est le site de jeu français, a fait un podcast dessus, ce qu'ils appellent les Trick Track TV. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller regarder un petit peu de ce côté-là, Chevalier Pirate chez Macaca. Ils les ont reçus, et donc l'éditeur est venu parler de ce concept de jeu. C'est comme ça que je les ai découverts. Toujours un peu en marge, on a des jeux qui sont tirés de BD avec la participation des auteurs. On est encore un peu en marge du jeu de rôle. Alors, on est un peu en marge du jeu de rôle. On a effectivement, parce que c'est pas vraiment du jeu de rôle, mais c'est quand même, on bouge quand même les personnages inventés par les auteurs. Et puis les auteurs ont donné leur aval, ont participé souvent à l'élaboration du jeu et de ses mécaniques. Donc on peut citer vite fait Freak Squill, Oko. Ce qui te fera plaisir, Casse-toi pauvre con de Martin Wittberg, que vous avez reçu il y a pas si longtemps. Ouais. Il y a aussi, on va parler aussi un petit peu vite fait du phénomène Last Man, car je sais qu'ils préparent alors ce sera plus un jeu vidéo sur leur bande dessinée. Jusqu'à présent, je crois, à part pour les comics américains, mais en franco-belge, je crois que ce sera plus ou moins une première d'avoir, alors pas une adaptation. Oui. De jeux vidéo, parce qu'on a eu 13, il y a eu des Porcal, Tintins, voilà, tout ça. Astérix. Mais que là, au moment de la création de la bande dessinée, les auteurs pensent à l'adaptation en jeu vidéo et participent au projet d'adaptation en jeu vidéo. Je crois que c'est un peu une première sur ce truc-là.
Ok. Moi, je voulais parler de Noodles aussi, qui est encore un truc un peu bâtard, parce qu'on est entre le jeu de plateau et le jeu de rôle, c'est-à-dire que c'est un jeu de plateau qui permet d'être joué comme du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on peut vraiment le jouer avec un MJ, un côté narratif, discussion entre plusieurs personnages, mais on peut aussi le jouer en solo, en fait. C'est conçu de cette façon-là. Basé donc sur une BD de Gauthier, Laboureau et Le Roll, qui sont une partie de l'équipe qui fait la bande dessinée de Les Geeks, et qui est écrit au niveau du jeu par Julien Blondel, on en a déjà parlé, vu que c'est lui qui a déjà fait des jeux de rôle et la bande dessinée Elric. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir un peu de ces collaborations entre BD et jeux de rôle? La collaboration entre BD et jeux de rôle, moi pour ma part, je dirais qu'elle est pas forcément gagnée. D'une part, d'un point de vue purement économique, parce que comme on le disait tout à l'heure, le jeu de rôle c'est pas une activité rentable. Donc ça veut dire que les auteurs qui créent du jeu de rôle font ça à fond perdu. Toutefois, moi ce qui m'intéresse c'est ce qui en ressort, c'est-à-dire que des projets sur lesquels les lecteurs vont finalement participer à l'élaboration de la bande dessinée. Alors bon, je vais citer qu'un seul exemple, mais il y en a plusieurs. Je vais citer Fabien Vellman qui est pour moi l'un des grands scénaristes actuels de bande dessinée populaire, qui est avec Seul fait énormément participer son lectorat en organisant des jeux concours, en leur demandant de chercher des jeux de pistes dans la bande dessinée en elle-même, en inventant des trames d'histoire, en créant leurs propres clans, et certains lecteurs ont eu le droit au terme de ces concours de se retrouver comme personnage secondaire dans Seul. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir un auteur qui contrôle vraiment, qui chapeaute son projet, mais qui reste ouvert aux suggestions et qui prend les bonnes et qui les intègre habilement dans son scénario. Dans un même ordre d'idées, vu qu'on est énormément dans le transmédia, que ça commence à être de plus en plus une mode, un peu à la méthode de ce que fait Ankama en tant qu'éditeur, où on va avoir vraiment un mélange entre de la série télé, de la BD, du jeu, etc. Je voudrais parler un peu de l'exemple de Media Entity, qui vraiment a fait sa web BD en l'ouvrant avec un univers partagé pour permettre à chacun d'écrire ses propres histoires dans cet univers-là, et aussi en proposant 2 jeux de rôle dans cet univers-là. Alors je sais pas ce qu'il en est de l'avancée de ces projets-là, je sais pas comment ça va se passer parce que Media Entity a été signé chez Delcourt, donc je sais pas si ça va avoir une influence sur l'évolution de ce projet-là. En tout cas, je trouve que c'est peut-être là qu'on va pouvoir avoir le plus de liens entre la bande dessinée et le jeu de rôle, c'est parce qu'on va avoir de plus en plus de gens qui connaissent le jeu de rôle, qui savent comment ça fonctionne et qui vont se rendre compte que même si c'est pas forcément rentable, c'est toujours un plus et une richesse qu'on peut apporter à un univers qu'on a créé pour de la bande dessinée, pour autre chose. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, merci beaucoup pour avoir partagé avec nous cette richesse culturelle sur la BD et le jeu de rôle. C'était un vrai plaisir. Je pense qu'on aurait pu faire 2 hors-série, 50 cartes blanches, et qu'on a encore fracassé le record de durée des cartes blanches. J'espère qu'il y a encore des gens qui nous écoutent. Tous les gens qui nous écoutent. J'ai été un peu long, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Oui, des choses intéressantes, donc ça vaut le coup. Merci encore. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Alors, on me trouve principalement sur Twitter. J'y suis assez actif sur @strate@strat. Sinon, j'ai aussi un site internet onauraliver.net sur lequel on peut retrouver les bouquins que j'ai écrits. Oui, parce qu'on peut aussi te retrouver en librairie. Alors en librairie, pas forcément, mais alors faut le commander, c'est un petit peu compliqué. Mais sur Amazon, on me trouve sur le nom d'Antoine Laroche. J'ai écrit un livre qui s'appelle Yusuke le forgeron, qui est un conte japonisant plutôt pour jeunes adolescents, qui est richement illustré par Miguel Coimbra, qui est aussi un illustrateur de jeux, principalement de jeux de société et jeux de cartes. Ok, merci beaucoup encore, et je te dis une prochaine fois peut-être pour un nouveau dossier, si tu as eu une idée qui te vient. Ciao. Ciao, merci. Two Times, j'ai encore tout lu, je suis trop fort. Un petit online, on va parler de plein de choses. On va commencer par parler de Baydayx, B-A-Y-D-A-Y, Lix, L-E-A-K-S, qui est un Tumblr où il y a plein de petites citations pseudo-journalistiques parodiques sur le monde de la BD. Où en gros, on va apprendre que Bilal a acheté tout le stock de bleu... de Peyo pour... de Peyo.
Voilà, on va prendre des dires sur les droits d'auteur. Enfin, c'est très cynique, très humoristique, même si il faut être un petit peu initié au monde de la BD pour tout apprécier. Il y a des trucs qui sont très 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 pointus, quoi. D'ailleurs, Oui. c'est là où j'ai appris que 12 bis avait fait faillite, visiblement. Non, ils Ils sont ont en déposé redressement le bilan. judiciaire. Ils sont en redressement Voilà, judiciaire. et que la petite boîte de prod de Marseille, là, ceux qui avaient fait un truc avec chat, Ouais, même pas mal. Même pas mal, je crois qu'aussi, visiblement, ils sont un peu en Je sais cata. pas, ils rament un peu. Mais bon, ils ont eu des beaux trucs. Enfin, Enfin, voilà, voilà, oui, disons donc, on apprend des infos sur plein de choses du monde de la bande dessinée, Même si c'est très faux en général. mais il y a des fois, voilà, je pense que c'est de l'info qui est très corporate, quoi. Si on n'est pas dans le monde de la bande dessinée, ça nous passe, mais à 40 000 km au-dessus. Après, il y en a d'autres qui sont quand même plus générales, Oui. qui sont quand même, voilà, assez drôles. Bon, après, on passe sur des trucs. Parfois, il y a des calembours minables. Parfois, il y a des. Enfin, c'est très très varié dans les styles. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui participent. Je soupçonne certains auteurs d'être derrière ça. Et surtout qu'il n'y a aucun nom sur le site. Non, Il n'y a rien. Moi, je verrais bien James ou Vendry bosser là-dessus, mais De toute façon, Vendry, il bosse partout. mais parce que ça serait dans leur ton. L'autre site dont on va parler, c'est un autre Tumblr. C'est Mon maçon était illustrateur, mais il a gardé de bonnes habitudes. Le principe, c'est juste une case où on va avoir un client qui est en train de parler à un maçon et qui lui demande de faire des choses, mais comme s'il était un illustrateur. En gros, c'est pour dénoncer les pratiques qui sont faites dans le monde de l'illustration, qui choquent personne. Mais alors, si on demandait la même chose à un maçon, il ferait vraiment la gueule. Ça peut aller ah là là, la fenêtre elle est pas au bon endroit, vous pourriez me la déplacer? Ah ouais, mais il faut que je refasse le mur, mais c'est pas grave, hein, je vais le faire. Voilà. Des trucs du genre, écoutez, vous êtes plusieurs sur le coup, vous allez chacun me faire un mur, mais rassurez-vous, hein, si vous n'êtes pas pris, vous pouvez repartir avec votre mur. Hein. Voilà. C'est assez dénonciateur, c'est assez drôle, assez pince sans rire. Et puis surtout, ça permet de se rendre compte de choses auxquelles on n'aurait pas forcément fait attention, parce qu'effectivement, on a une sorte de préjugé sur le travail des artistes qui fait qu'on ne se rend pas forcément compte que c'est du travail, quoi. Et quand on demande une petite modification, c'est pas une petite modification anodine, c'est que généralement ça demande beaucoup de boulot derrière. Moi, j'aime beaucoup vous pourrez prendre tout le temps que vous voudrez. Certes, je vous paye la moitié du prix normal. Ah bah non, alors. Bon, bah dans ce cas-là, je vous double le délai. Formidable. J'adore bosser plus longtemps pour moins cher. Voilà. Ça, c'est un des derniers qui est paru et qui est assez réaliste. Je voulais enfin... quelque chose à rajouter, Thio ? Juste après, là, c'est pour ceux qui nous écoutent, si vous pouvez m'apporter une précision par rapport au contrat des éditeurs sur les retouches. Si une réédition est faite, est-ce que c'est vraiment donc la famille des ayants droit qui est obligée de payer sur ses droits d'auteur la personne qui fait les retouches? Parce que là, ça m'a semblé mais énorme. Oui, ça semble tellement énorme qu'on a un doute. Alors si un auteur ou un éditeur qui nous écoute peut nous dire si l'un se fait vraiment enfler de la sorte ou si l'autre profite à fond du système, mais je pense quand même qu'il y a un truc qui est un peu abusif si ça existe. Dernier truc dont je veux parler, je l'avais pas mis au programme, mais il faut que j'en parle, c'est Un mariage pour tous. Super, voilà. Donc Tu en vois, fait, Matt, t'as failli faire un sans faute. c'est ça, j'ai failli faire le grand sans chelem, faute, c'était pas loin. et le mec il te dit ouais mais en fait j'ai rajouté un truc que j'avais pas mis sur la liste pour pas que tu le dises. Voilà, mais je suis comme ça. Un mariage pour tous. Alors donc du coup je dis quand même c'est la suite des autres gens et c'est sur le site Une nouvelle option. Nouvelle Ops. Et voilà. Mais, Donc c'est un spin-off. Franchement, ça a failli. C'est un spin-off des autres gens qui sera publié chez Delcourt. Alors c'est rigolo parce que les autres gens c'est publié chez Dupuis. Donc toujours avec Thomas Caden au scénario, avec Didi Garguilo au dessin, un dessinateur que j'adore. J'ai oublié. J'ai oublié le nom du dessinateur. C'est Falzon, son nom de famille, je crois, qui une fois par semaine fait une petite histoire. Ça traite bien sûr de la problématique du mariage pour tous. C'est plutôt bien foutu. On retrouve avec plaisir les personnages des autres gens, mais on n'est pas obligé d'avoir suivi la série pour apprécier.
Le seul truc que je trouve dommage, c'est que le site du Nouvel Obs est vraiment pas bien fait pour héberger ce genre de truc. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'abonner à un flux RSS ou quoi que ce soit pour suivre le truc. Il faut que tu ailles sur le site du Nouvel Obs à chaque mise à jour tous les jours pour savoir s'il va y avoir du neuf. Que tu tombes sur le bon lecteur. Leur lecteur, il fait une sorte de flash blanc bizarre au milieu, ce qui fait que c'est un petit peu chiant. Bref, c'est tout pourri et franchement ils auraient pu le mettre ailleurs que sur le site du Nouvel Obs. non, c'est bien parce que ça apporte une bonne, je pense que ça apporte une bonne visibilité et aussi un bon financement parce que il y a pas mal de dessins quand même qui sont faits, mais c'est vrai qu'en termes de confort de lecture, c'est pas top. L'avantage, c'est que par rapport aux autres gens, il y a une lisibilité sur smartphone et tablette, ce qui n'était pas le cas sur les autres gens. Sujet. Zombie. On va commencer par le truc mauvais. Non, attends, Zombie, déjà on explique pourquoi. Mais pourquoi Zombie ? Pourquoi Zombie ? Parce que le zombie est devenu le meilleur ami de tous les scénaristes. C'est vrai. Dans les films, dans les bandes dessinées, et dans les films bons ou mauvais. Je sais parler 2 fois des films, mais j'avais pas d'autre idée. Et dans les jeux vidéo, les jeux vidéo. Tout à l'heure, dans notre et dans les sketch cours d'école. Dans notre sketch tout pourri, on aurait pu mettre les zombies, en fait, pour les idées de scénaristes. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les gars ? On doit faire un truc pour ce soir. Oui, on mais met des zombies. Ouais, mais on devait introduire la quête de l'eau du temps. C'est ça. Donc nous allons commencer par parler d'un superbe film que tu as beaucoup aimé, Ti. Warm Bodies. Ouais, j'ai failli ne pas m'endormir, mais quand même. Allez, on va essayer d'aller vite sur chaque sujet. Donc vite fait, ça parle Warm de quoi ? Bodies, ça parle d'un virus qui détruit toute une civilisation, parce que quand on se fait atteindre par ce virus-là, on devient un vilain méchant zombie. Mais il y a quand même une histoire d'amour au milieu de tout ça. Voilà, Twilight à la sauce zombie. Et est-ce que les zombies courent là dans cette histoire ? Alors, le zombie, ouais, il courotte. Il courotte. Il courotte un petit peu. Et est-ce qu'il y a des zombies roux courottes ? Donc voilà, bref, ouais, il arrive un peu à se déplacer, il prend quand même de temps en temps un petit coup de speed et il arrive à faire un truc super vite pour protéger sa bien-aimée, mais sinon dans l'ensemble c'est quand même gardé son âme. C'est ça. Et bon, dans l'ensemble c'est quand même pas le plus vif de la création, quoi. Ok, bon, et c'est tout pourri, ça t'a pas plu ? Ouais, bah bref, c'est un bon film d'adolescence, un bon teen movie, hein. Puisque moi c'est les enfants. Toi t'es plus teen, quoi. Et moi je suis plus teen, du tout. Enfin un teen movie des teens de 18 ans, quoi. Ouais, je pense que même ça commence à 15 ans. Ouais, c'est voire ça. 14. C'était ça le problème d'ailleurs. Thio, toi tu as vu World War Z. Et là, je remercie Brad Pitt. Car grâce à lui, j'ai pu amener ma copine voir un film de zombies. Classe. Déjà, merci, voilà, Brad. juste toi, tu dis, il y a Brad Pitt, tu peux aller voir un film. Déjà, ça met Brad du Pitt monde. fait un film porno, tu peux aller voir un porno avec ta copine. Exactement, hein, non, mais Brad Pitt ouvre les portes d'un monde inconnu. Oula. D'accord. Et ben non. Et écoute, World War Z, alors déjà à la réalisation, c'est Forster, Guy Forster, je crois. C'est le réalisateur de Quantum of Solace. Ouais. Je vois pas, mais Bon, alors c'est certainement pas le meilleur James Bond, mais Parce que Quantum of Solace, c'était pourri quand même. Hein. c'est ça. Mais Non, pas pourri, mais bon, pas terrible. ouais, mais pourri. pas terrible. Mark Forster. Ouais. Et honnêtement, voilà, je m'attendais pas à un truc exceptionnel en ayant vu la bande-annonce. Bon, le pitch, vite fait. Le pitch vite fait, c'est que il y a une sorte d'épidémie qui se déclenche Il y a dans un le virus. monde entier. Merde, on a dit la même chose Ouais. pour Warm Bodies. C'est ça. Il y a une sorte d'épidémie donc qui démarre. Les gens se transforment en zombies et en fait là ils galopent. Hein. Mais attention, c'est pas ils courent, hein. C'est ils galopent et ils mordent les autres pour les transformer. Alors, Et du coup, on se retrouve très rapidement à avoir le monde entier qui est recouvert de zombies, des villes entières, des civilisations qui s'effondrent en quelques jours, et des survivants qui vont forcément essayer de faire la seule chose qu'ils peuvent faire, Ok. survivre. Mais il n'y a pas d'objectif. Alors l'objectif, si, parce que Si, du parce coup, que du c'est coup, que lui, Brad il Pitt va est essayer un de ancien trouver, enquêteur de l'ONU, et il va essayer de retrouver, entre guillemets, la source de l'infection pour faire D'accord. un antivirus, quoi. Alors, quand on donne ce pitch-là, vous m'excuserez, mais on enlève le mot zombie, on met le mot singe à la place, et on se retrouve avec un autre film avec Brad Pitt qui s'appelle L'Armée des 12 singes. Oui, mais sauf que là, il voyage pas dans le temps. Donc c'est moins bien. Et puis là, il n'y a pas Bruce Willis. C'est pas faux. Et mais là, franchement, les scènes avec les zombies sont bien prenantes. C'est très très péchu dans la réalisation.
le scénario se met en place petit à petit et la solution trouvée, on l'a eu depuis le début en fait, par petites bribes à chaque fois. Et très honnêtement, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien ficelé, bien efficace. Voilà, ce sera certainement pas le film qui gagnera un Oscar, hein, mais un bon film de zombies. Voilà, sympathique, j'ai passé un super moment. Ma copine a été bien stressée à des moments par les zombies qui galopent dans tous les sens. Ouais, mais il y avait Brad Pitt pour réconforter. Ouais, mais franchement, non, ça par contre, ce qui est vachement stressant, je trouve que le gars qui a inventé que le zombie pouvait courir, ouais, je crois que c'est Danny Boyle. C'est Danny Boyle. Et ben voilà, il a révolutionné le zombie. Parce que alors là, franchement, c'est pas un truc d'Apple, ça ? Le zombie peut courir. Ceci est une révolution. Oui, c'est vrai. Non, mais là, ça, ils sont à quatre pattes et ils galopent comme des malades, c'est impressionnant. C'est là où tu te dis quand même que l'animation par ordinateur aide beaucoup. Oui, ça a bien évolué. Mais vraiment un bon film sympa. Ok, et pour finir sur les zombies, on va parler un petit peu de Walking Dead, le jeu vidéo. Attention, pas Survival Instinct, qui est une grosse bouse d'Activision. On va parler du jeu de Telltale. On va en parler d'abord rapidement parce que tu as commencé le jeu il y a peu. Oui, et que d'ailleurs j'ai appris en fait que même si je n'en avais pas envie, OneIP peut suivre en fait tout ce que je fais via l'interface Steam. Oui. C'est-à-dire que quand je commence un truc, il le voit sur l'interface Steam et oui. Thio a fini l'épisode 2. Oui, il a eu quand il a des succès, bah, je le sais, vu qu'on est mis sur Steam. Ouais, quand tu réussis un truc, en fait, quand tu fais les trophées, en fait, tous les potes que tu as dans Steam savent ce que tu as fait. Steam, c'est Facebook, putain. Ouais, c'est ça un peu. C'est un peu ça. En ce moment, du coup, il voit tous les jeux que j'ai achetés sur Humble Bundle et il voit ce que je fais. C'est trop bien. Voilà, bon, je m'en fous. Non, mais style, voilà, t'as un mais tu peux voir aussi ce que je fais. Oui, mais t'as un pote au boulot. Tu vas plus pouvoir dire à pied, putain, j'ai pas eu le temps cette semaine. C'est exactement ça, tu vois. Voilà, grosso modo, t'as un pote de boulot, tu te dis, putain, le Roger, t'es vachement en retard et tout. Tu fais, ouais, mais j'ai beaucoup bossé cette semaine. Ouais, j'ai vu ça sur Steam. T'as beaucoup bossé, ouais. T'as bien bossé tes trophées, surtout. Voilà. Et non, franchement, voilà, là, c'est quand même l'impression d'être fliqué tout le temps et on m'a même pas demandé l'autorisation de te dire ce que je faisais, quoi. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais on doit peut-être pouvoir interdire. Enfin bon. Justement, par défaut, on me dit ce que tu fais. Oui, c'est-à-dire que c'est à toi de chercher pour dire je ne veux pas qu'on te dise ce que je fais. Mais bon, ça c'est un autre débat et on continue sur donc Walking Dead et c'est excellent. Par contre, c'est gore et ça te pose des questions où ton cerveau, eh bien en fait, il fusionne parce que toi tu te poses la question de est-ce que je dois répondre ce que je pense qui est bien ou est-ce que j'y vais à l'instinct parce qu'il y a Sauf que t'as très peu de temps pour répondre. C'est ça, t'as très peu de temps pour répondre. Donc finalement, tu te dis, écoute, mets-toi en mode vérité. Vérité et surtout un autre mode qui est primordial dans Walking Dead, c'est le mode je suis totalement paranoïaque et je ne veux qu'une chose, c'est survivre. Oui. Donc, je ne fais confiance à personne. Si, ton shotgun. Lâche, c'est plus sûr. Bon, le pitch, vite fait pour dire. Alors, il y a eu une sorte de virus qui a fait une épidémie. Merde, le monde entier. Non, ça on sait pas. Oui, on sait pas. Dans Walking Dead, on ne sait pas. Ils sont même pas emmerdés. Il y a plein de zombies. Et toi, tu joues Lee, un gars qui est sorti qui allait être emmené en prison et qui en fait sort de la voiture de flic qui allait l'emmener là-bas, qui rencontre rapidement une jeune fille qui s'appelle Clémentine, une gamine qui en français on peut dire Clémentine. Ouais, mais c'est vrai, mais comme je te regarde. Non, en français c'est mandarine. Voilà. Et il la prend sous son aile et donc on doit se retrouver à tenter de survivre avec différents groupes de survivants dans l'univers de la BD de Walking Dead. Je voulais en reparler parce que ils ont sorti un DLC. Donc un DLC, c'est un truc qu'on achète en plus. Downloadable content. C'est pas une date limite de consommation. Non, c'est ça. Qui coûte 5 €, qui s'appelle 400 jours. 400 Days. Oh la quiche. Ouais, c'est ça. Non mais je rame toujours avec 100 et 1000, je mélange tout le temps. J'ai un gros problème là-dessus en anglais. Là, c'est 100. 100, c'est bien ce qui me semblait. 400 Days, dans lequel, en fait, on va suivre 5 personnages différents sur des séquences très courtes, vraiment intenses. On va avoir des prises de décision très très courtes. Alors là, j'ai fait que les histoires de 2 personnages. Ça dure entre 20 minutes et une demi-heure, 3/4 d'heure par personnage. Et apparemment, ce qui va se passer sur ces personnages va dépendre de ce que tu as fait dans l'épisode long, avec Lee et Clémentine. Et ce que tu vas faire avec ces personnages-là va avoir une influence sur la saison 2 du jeu qui vont sortir en 2014. Pas mal. C'est très intense, c'est court, c'est clair. Alors, c'est 5 € pour 1h30 de jeu à peu près.
Mais la chose que je te coupe la parole, la chose que j'ai quand même signalé à pied, c'est quand on achète un Call of Duty, on a donc 60 € donc de facture pour 6 heures de jeu solo. Quelque part, 5 € pour 1h30, c'est finalement pas cher payé. Voilà. Alors c'est vrai que certains diront oui, mais le multiplayer sur Call of Duty, c'est exact, mais tu peux aussi tomber sur des gros cons en multi qui vont te pourrir la vie et qui vont totalement enlever ton plaisir. Quoi qu'il Tu en veux soit, qu'on en parle, Matt? le peu Non, de parce que j'ai scènes, arrêté le multi en fait. Voilà. Ça Le- prenait le- trop de temps. le peu de scènes que j'ai joué pour le moment, donc j'en ai joué 2. Ce qui est sympa, c'est de jouer des personnages différents. Ils arrivent à te faire t'attacher quand même rapidement au personnage parce que il t'arrive des trucs tellement de merde. Bonjour, nous sommes au jour 2 de l'invasion et je suis dans un fourgon de prisonniers attaché. Les zombies arrivent. Ton texte, c'est I. Voilà, qu'est-ce que je fais? Enfin, que des scènes de merde en fait. Et c'est plutôt réussi, donc j'ai hâte d'avoir le temps de faire la suite. J'attends juste que les enfants qui squattent la salle où il y a mon ordinateur en ce moment se cassent parce que c'est pas vraiment possible de jouer. À peine malheureusement- d'arriver, tu veux déjà virer ma Laetitia. Malheureusement, le problème c'est que je crois que quand il se casse, tu te casses aussi pour 15 jours. Ouais, c'est pas grave, j'aurai le temps de jouer un peu. Euh, Ouais, ça- Non, par contre, ce qui est excellent dans le Walking Dead, et je me suis aperçu maintenant, c'est quand ensuite on a fait le jeu et qu'on parle des choix qu'on a fait et qu'on les explique Oui. l'un à l'autre. Et ça, j'ai trouvé ça très très fun. Ouais, la discussion Parce sur le choix. qu'on a fait des choix qui sont identiques, mais pas pour les mêmes raisons. Oui. Et parfois on a fait des choix différents, et puis comment t'as pu faire ça, mais t'es un enfoiré. C'est vrai. Et Non, c'est- là, tu te justifies, tu fais, ah ouais, non, effectivement, ça tient la route. Ce que t'as- et c'est là où on réalise que finalement, il y avait peut-être pas de bons choix. Non, il n'y a pas de bon choix dans ce jeu. Et du coup, est-ce que vous avez pu vous rendre compte en faisant des choix différents, d'une évolution différente du scénar? Alors, les personnages vont avoir, ça va faire très peu évoluer le scénario, en fait. C'est un peu, tu sais, comme du faux scénar linéaire en jeu de rôle, quoi. Tu fais croire aux gens qu'ils ont un choix, mais voilà. Mais les réactions des personnages avec toi, les dialogues, en fait, c'est le côté cinématographique, en fait, qui va changer parce que les réactions des personnages, les dialogues qu'il va y avoir vont être différents. D'accord. Donc, Ça change rien au scénar global, voilà. mais les dialogues... toi, ça t'aide à t'impliquer parce que t'as l'impression, du fait des réactions en face, que t'as choisi. Après, s'il y a des changements qui peuvent se faire, par exemple, il y a des scènes où ça va être un tel ou un autre qui va mourir à cause de ton choix, enfin, suite à ton choix. Tu peux, par ton choix, faire qu'il y ait un personnage qui meurt ou un autre. Voilà. Il n'y a pas des changements, parce qu'il y en a certains, suivant ce que tu leur dis, je pense qu'a priori, ils ne te font plus confiance. Ah Donc, oui, du coup, oui, ils font plus confiance. Et après, bah, va falloir te démerder et C'est ça. tu vas avoir plus de difficultés pour certaines choses, mais je pense que les scénaristes ont fait des petits trucs qui Des font petites boucles sur leurs pattes de façon intelligente, parce que sinon, à développer, surtout pour une boîte indépendante comme Telltale. En tout Tu cas, les aimes bien tel. Hein. Non, c'est Oui. c'est une vraie réussite. Ouais, tu t'attaches au personnage et je prépare la boîte de mouchoirs. Voilà. Mais de toute façon, il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse. Ouais. C'est Clémentine. Ah ouais. Tu sais que c'était leur slogan sur Twitter, For Clémentine. Ah ouais, non, mais de toute façon, non, mais clairement, tu vas faire tout le jeu que pour elle. Ah oui, non, mais c'est ça. En te disant que de toute façon, les autres sont de la chair fraîche. C'est ça, ou des boucliers. Ouais, mais il y a un moment donné où il faudra choisir. Voilà. Tu vois, comme je te disais, le choix entre le mec qui est un peu mécanicien et celle qui a le flingue. Ouais. On choisit celle qui a le flingue. Les gars, on a des Voilà. auditeurs aussi en Voilà. théorie. Hein. Allez, Ouais, mais bon, ils vont le faire. Ils vont jouer aussi. nous arrivons à la fin de cette émission. Nous vous quittons pour un petit mois de vacances. C'est Sex and Sun. Et c'est les vacances, Coco. Ouais, alors je te rappelle qu'on va passer une semaine ensemble, chérie. Le sexe, tu oublies là. J'ai pas dit que c'était avec toi. Hein. Ah, Là, voilà, après, d'accord, on est d'accord. chacun, Ok, cha- non, cha- mais- non, mais chacun sa famille. Très Après, bien, voilà, très bien. Donc, on va pouvoir souffler un peu, surtout lire nos piles de BD pour faire des méga émissions gigantesques à la rentrée. Parce qu'on va avoir des tonnes et des tonnes de BD. Je vais enfin pouvoir relire un petit peu des romans. Des quoi? Bien. Ouais, tu sais, les J'ai trucs où il n'y a pas quasi- d'image. J'ai quasiment fini Nobody Owens. Waouh. Et franchement, faudra que vous le disiez. Ouais, faut que je me dise. Je suis con que j'ai attaqué du Welbeck. Non, mes chiottes. Il a attaqué du Welbeck dans mes chiottes. Tu vois, je veux dire, ça, c'est le mec, il a vraiment pas de vie, quoi. Il a attaqué la hache.
Donc, n'oubliez pas que vous pouvez nous laisser des commentaires, ça nous fait toujours plaisir, sur YouTube, Facebook, sur le blog en lui-même, lavoidesbulles.fr. Je suivrai toujours d'un œil distrait Twitter pendant les vacances, donc c'est OneAipier, mon pseudo. Moi aussi, je suivrai Twitter, mais comme en fait j'ai quasiment pas d'amis, à part Pied, je suivrai que moi. Non mais soyez amis un peu avec Oberon 1370. Vous verrez, il dit des trucs super intéressants sur le Tour de France que Pierrick ne comprend pas. Mais je m'en fous du Tour de France. Je demande Gérard Roll. Putain, mais Yahoo avait mis comme résultat sur le classement un truc qui devait dater d'il y a 10 ans. Il y avait Indurain et Jalabert qui couraient encore, quoi. Je sais même pas qui c'est. Pas mal, je veux dire, le truc. Attends, t'imagines qu'à l'époque, Yann Ulrich était dans le Grand Prix des jeunes du Tour de France. Voilà, enfin, le résultat du Tour de France et le classement, t'avais un truc il y a 10 ans. Tu fais, oh les gars, vous êtes où là? Ok, bon, mais sur ce, on vous souhaite, le Tour de France sera fini, je pense, qu'on diffusera cette émission. On vous souhaite un bon mois d'août et on revient en septembre pour une émission spéciale super intelligente avec pour thème un mélange truc qu'on va inventer, qu'on va appeler Loupopo. Loupopo. Ciao, ciao. Bye bye.